fier de quelque chose qu'on a fait au Bénin, c'est nos progrès dans la cybersécurité. Notre jeunesse est incroyable en termes de passion et de matière grise. Oui, mais ils sont bons. Dans d'autres pays, aux États-Unis, on les aurait recrutés. C'est ridicule. C'était quoi votre rêve quand vous étiez plus jeune? Et ma passion pour la cybersécurité a commencé à ce moment-là. Je crois que je devais avoir 12 ou 13 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est piratable? Tout est piratable. Mais à quel point ça va être difficile. Même le système le plus sécurisé du monde, il y a bien une personne qui, dans sa tête, a un mot de passe. Est-ce que vous avez accès à nos messages? Ah non, bien sûr que non. Oh non, c'est un mythe ça. Ça, c'est un mythe? Non, c'est un mythe. Est-ce que c'est un bon choix pour un jeune qui part de zéro et qui est passionné par le code compteur au début de se lancer en fait dans la cybersécurité? Les meilleurs bonhommes en cybersécurité, ils n'ont pas fait d'école de cybersécurité. Les meilleurs se sont fait tout seuls. Ah, mais c'est l'argent du blanc, non? S'ils bouffent cet argent du blanc, c'est quoi? C'est que l'argent du blanc. Si on reçoit 100 plaintes par jour, il y en a peut-être 3 qui viennent de l'étranger. Les 97 autres, c'est des victimes béninoises, enfin africaines. Je me suis lancé un défi fou. Interviewer 100 personnalités à travers 10 pays africains. Et aujourd'hui, je vous amène dans un univers tout nouveau, la cybersécurité. On est ici avec M. Wanilo et on verra ensemble comment passer d'un simple étudiant à un pilier de la cybersécurité au niveau national. M. Wanilo, bienvenue. Honoré, merci beaucoup. Vous allez bien? Ça va. Et toi-même? Très bien. La semaine, elle se passe bien? Ça démarre. Super. Écoute, si on vous demandait rapidement en fait, de vous présenter. Alors oui, vous l'avez dit, je m'appelle Wanilo Medekanfagla. Je suis, disons, expert en cybersécurité, principalement. Et aujourd'hui, j'ai la charge de quelques missions telles que la cybersécurité au niveau national, la lutte contre la cybercriminalité aussi, entre autres. Incroyable. Vous savez, quand on arrive ici au Bénin et on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est en fait informatique, cybersécurité, il y a votre nom en fait qui revient à coup sûr. Ah bon. Du coup, il dit ah bon. Du coup, c'est juste une question rapide à vous poser. Ce serait quelles sont les 3 réalisations qui vous rendent le plus fier aujourd'hui? C'est-à-dire que quand vous y pensez, vous vous dites je suis fier de ce que je fais. Alors, je suis fier de ce que je fais. Ouais. Alors, le jeu est un peu trompeur parce que j'ai fait peu de choses tout seul. Ok. Donc, j'ai plus envie de dire fier de ce qu'on a fait. J'ai peut-être pu être au centre du groupe, mais c'est quand même l'action d'un groupe. Et si je veux regarder au niveau national, c'est quand même, avant tout, après je peux le décomposer en plusieurs choses, mais c'est d'abord, si je suis fier de quelque chose qu'on a fait au Bénin, c'est nos progrès dans la cybersécurité. En fait, quand tout ça a commencé en 2016, je peux dire qu'il n'y avait pas encore d'initiative sur... Ces choses-là se prennent par le haut, c'est-à-dire que si ce n'est pas tracté par un gouvernement, par le haut du gouvernement, ça ne prend pas. Donc on a eu la chance en fait que le gouvernement actuel ait cette vision et donc on a pu conduire depuis 2016 pas mal de réformes qui ont fait du Bénin finalement, là où personne ne s'y attendait vraiment quand on parle du Bénin, on a fait du Bénin un incontournable dans la région, même sur le continent, en termes de cybersécurité. Et ça, j'en suis fier et c'est grâce à tout le groupe qui a travaillé, tout l'écosystème qui a travaillé à ça. Voilà. Écoute, c'est hyper impressionnant parce que quand vous voyez comme ça, on se dit, ok, ce gars, il est derrière, ça dit que bon, il gère toute la data, quand on parle de la sécurité en fait nationale, ce sont des informations en fait sensibles et tout. Bon, la question, j'ai envie en fait simplement de vous poser, c'est d'où vous venez et comment vous avez fait pour arriver où vous en êtes aujourd'hui? Eh bien, regarde, je vais d'abord cadrer un peu, c'est-à-dire que effectivement, quand on peut me voir, on peut dire oui, c'est lui qui gère toute la cybersécurité, mais encore une fois, c'est des équipes. C'est-à-dire que moi, tout seul, je ne suis pas derrière 10 écrans en train de bloquer des attaques, de caler des trucs. Je sais très bien que tu sais, mais c'est pour un peu démystifier la chose parce que beaucoup ont peut-être cette image-là. Et en fait, aujourd'hui, et j'ai envie de mettre entre parenthèses malheureusement parce que mes plus grands amours sont quand même pratiques. J'ai de moins en moins d'occasion de faire de la pratique. Mais l'idée, c'est d'organiser justement des équipes, des bonhommes qui sont extrêmement bons. Alors là, je peux le dire sans humilité, au Bénin, on a des bonhommes qui sont extrêmement bons. Et à chaque fois, j'en prends plein les yeux. Et donc, c'est de les organiser en différentes équipes, chaque équipe sa mission. Et aujourd'hui, par exemple, effectivement, on a une équipe que moi j'appelle les policiers du cyberespace. Ce sont eux, justement, qui s'assurent que nos données, quand je dis nos données, c'est nos données en tant que citoyens, parce qu'on dématérialise beaucoup au Bénin. On est sur une vitesse assez incroyable et impressionnante en termes de transformation digitale de notre société. Et ces bonhommes, en fait, ils s'assurent que tout ça soit fait, soit protégé, en fait. Donc, que personne ne puisse rentrer dedans facilement, voler les données des Béninois, mettre à mal les services ou accéder à des informations auxquelles ils ne devraient pas pouvoir accéder. Donc voilà, on a toutes ces équipes-là qui font ce travail extraordinaire et vraiment, on a de la chance d'être aussi bien
comment dire, propulsé par les sponsors qui sont, disons, c'est ce qu'on dit comme dans le jargon, hein, les sponsors, ce sont donc nos patrons qui ont cette vision et accompagnés par des équipes qui finalement sont aussi efficaces. Incroyable. Et le secret de ça, c'est peut-être changer d'approche. C'est d'avoir une approche plus pratique, voyez-vous. C'est-à-dire que dans la théorie, c'est très bien, c'est beaucoup de choses, c'est nécessaire, mais parfois il faut savoir appuyer sur la pédale et mettre la main dans le cambouis. Et je crois que ça fait partie de notre recette au Bénin qui nous a permis de fonctionner. Mais on aura l'occasion, je pense, d'aller sur comment ça s'est passé. Wow. C'est intéressant. Là, on parle en fait, bon, c'est un dirigeant, donc il a les équipes, il y a des structures internes, il va manager tout ça. Mais avant d'aller jusqu'à là, moi, j'ai envie de savoir d'où venez. En gros, vous venez d'où exactement? Vous êtes né où? Alors, moi, je suis né au Bénin, pur béninois, 100% de père, de mère, Ouiga, Abomey, Porto Novo. J'ai grandi au Bénin. J'ai fait mon école au Bénin et ma passion pour la cybersécurité a commencé à ce moment-là. Je crois que je devais avoir 12 ou 13 ans. Ah ouais. Et c'est là que je raconte souvent dédicace à lui. Mon grand frère, qui un soir, donc on utilisait l'ordinateur de manière cyclique. Hein. Lui, le grand frère commençait la soirée et je gardais du coup le reste de la nuit pour l'ordinateur pour le reste de la nuit. Et donc, j'arrive sur l'ordinateur, il a laissé une fenêtre ouverte et je crois qu'il devait avoir des problèmes à ce moment-là avec sa copine et il avait cherché comment pirater une boîte mail. Et je peux dire clairement que mon parcours dans cybersécurité a commencé ce jour-là, cette heure-là, avec 7 pages bien précises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre, comment dire, la main dans ce domaine, c'est ça. Très passionné, créer des sites web, explorer différents domaines. Qu'aujourd'hui, on traiterait de ce qu'on appelle Black Hat, chapeau noir. Donc, j'ai exploré ce côté un peu pirate informatique, etc. J'ai rencontré des gens excellents sur ce parcours. J'ai eu plusieurs moments de chance où j'ai pu être intégré à des groupes qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses très particulières. Mon expertise à moi, mon fond à moi, vraiment, mon truc, il est assez rare. Ça s'appelle le reverse engineering, la rétro-ingénierie inverse. C'est quelque chose de très rare. Même quand vous prenez 100 personnes qui sont dans la cybersécurité, peut-être vous en aurez 20 qui comprennent ce que c'est et peut-être 5 qui savent en faire. Donc, mais après, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi. Et voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai eu mon bac au Bénin. Ça a été d'ailleurs une aventure parce que, à force de passer toutes mes nuits devant l'ordinateur, je n'étais plus sûr de réussir mon bac. Parce qu'on ne me demanderait pas de faire du reverse engineering au baccalauréat. Donc, j'ai ma solution magique qui consistait à ces moments-là à décomposer mon ordinateur portable, le distribuer dans toute la ville. Comme ça, je ne pouvais plus avoir d'ordinateur, même si je voulais tout de suite. Je prenais le disque dur, je l'envoyais chez un cousin, la RAM chez un autre cousin, je cassais la carcasse et les batteries chez d'autres personnes, etc. J'arrivais pas à résister, quoi. J'arrivais pas à résister. Si je ne faisais pas ça, j'allais passer mes nuits à faire ça au lieu de réviser. Voilà. Donc voilà, j'obtiens mon bac et je pars en France. Je pars en France pour continuer mes études. Au début, c'était un cadre un peu austère, mais 6 mois plus tard, je retombe dans un cadre qui me ressemble. Donc, seul, avec un ordinateur portable. Et là, c'était plus priorité à passer les nuits blanches devant l'ordinateur qu'aller à la fac correctement, mais j'allais quand même à la fac. Et puis, donc, c'est pendant ces années que j'ai vraiment pris été profondément dans ce domaine-là. C'est ça. Wow. Avant d'arriver, en fait, jusqu'à la phase où tu as, en fait, ton diplôme et que tu pars simplement, en fait, en France, quelles sont, en fait, les périodes qui t'ont le plus marqué quand tu étais enfant? Waouh! J'ai envie de dire toutes les périodes. Mais comme tout enfant, c'est ce qu'on a vécu à l'école, surtout, et dans le quartier. Donc, l'enfance au complexe scolaire de la Cité, qui a continué au collège de l'Union, tous les copains de cette époque, toutes les aventures de cette époque-là, tout ce qu'on faisait en classe, c'est tous ces souvenirs-là qui me marquent moi aujourd'hui jusqu'à maintenant. Et c'est assez inoubliable. Plein d'aventures. On arrive dans un quartier un peu nouveau, il faut faire sa place. Donc voilà, plein de choses. Il faut dire qu'on a aussi une tradition de sport de combat, arts martiaux dans la famille. Donc c'est aussi quelque chose qui a beaucoup rythmé notre enfance. C'est ça. Donc ça fait aussi partie des souvenirs qui m'ont bien construit. Donc vous faites le sport de combat, vous? Tout à fait. Ok, tout à fait. Intéressant. Ouais. C'était quoi votre rêve quand vous étiez plus jeune? Pilote d'avion. Pilote d'avion? Pilote d'avion. Ça m'intéresse là. Pilote d'avion, mais pilote d'avion, je crois que dans la famille, on met tous des lunettes. Donc, il y avait un mythe qui disait que, enfin un mythe, je ne sais pas si c'est un mythe d'ailleurs, qui disait que les myopes ne pouvaient pas être admis dans cette profession-là. Donc, je me disais, comme je ne porte pas encore de lunettes, je peux encore rêver de ça jusqu'à ce que finalement la génétique prenne le relais et que mes lunettes arrivent et que de toute façon, j'avais déjà abandonné. Je me voyais plus dans la cybersécurité déjà que dans le pilotage d'avion. Ok. Du coup, toi, en fait, comme tu as dit, il y avait en fait
simplement des informations autour qui t'ont rapidement fait décourager. Mais toi, étant donné que tu disais tout à l'heure que tu passais plus de temps derrière ton PC, tu te voyais beaucoup plus comme un étudiant modèle à l'école ou en fait juste quelqu'un qui était juste dans les vapes? Alors, toute mon enfance, en fait, j'ai toujours eu une image de très bon élève. Ok. De très bon élève parce que comme j'étais souvent le plus jeune de mes classes, mon bac, je l'ai eu à 15 ans. Ok. Donc, j'avais cette aura-là. Donc, personne ne mettait vraiment en cause, en fait, si j'étais un bon élève ou pas. C'était ça, ça tombait sous le sens pour tout le monde. Et je te raconte souvent hein, que à ces moments-là où je passais mes nuits devant l'ordinateur, c'est notre grand-mère qui nous gardait parce que nos parents étaient souvent en voyage. Et quand elle avait nos parents en ligne, au téléphone, elle leur disait « Mais Wanilo, il travaille tout le temps. Nuit et jour, il ne dort jamais, il travaille tout le temps. » Parce que pour elle, être devant un ordinateur revenait à travailler. Donc voilà. Donc effectivement, mon image de bon étudiant n'a jamais, ou de bon élève n'a jamais souffert. Et même sur la fac, en fait, c'était une fac je faisais un DUG de mathématiques et informatique appliquée aux sciences. Après mon bac, comme beaucoup d'élèves, je me disais, bon, fini les maths. Sauf que c'est la seule filière que j'avais trouvée qui faisait un peu d'informatique. Et sur le terrain, c'était que ça. C'était mathématiques, thermodynamique, donc que des matières que je n'aimais pas du tout. Ah ouais? Ah, que je n'aimais pas du tout, non. Mais il y avait un peu d'informatique, qui heureusement était autant coefficié que le reste. En fait, voire plus. Et donc, je me cantonnais à faire bien l'informatique et à faire le minimum syndical pour les mathématiques. Il ne faut pas suivre mon exemple, mais ça me permettait de passer d'année en année. C'est quand même incroyable. Généralement, les bons informaticiens, comme on dit, en fait, sont généralement très bons en maths pour la logique et l'algorithmique. C'est pas vrai. Ah ouais? Non, il y a des études qui vous prouvent aujourd'hui, enfin, qui disent aujourd'hui que apprendre un langage de programmation s'assimile plus à apprendre une nouvelle langue que de résoudre des équations. Alors que vous avez un esprit analytique et logique, vous n'avez pas besoin de connaître la théorie mathématique pour devenir un bon programmeur. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier projet? Je ne vais pas dire, disons, comme vous l'avez dit au départ, vous avez commencé en fait à chercher, à pirater et tout. Vous vous rappelez en fait de la première action en fait, que vous avez fait dans ce sens? Je n'ai pas le droit de le dire ici. Ok. Enfin, il y a prescription. Mais je peux dire que j'ai créé un site web qui s'appelait Bénin Underground Institution, qui était un site de formation, entre guillemets, de partage de techniques, justement sur tout ce qui était sécurité informatique. À l'époque, on était peu nombreux à en parler. Et je me rappelle d'un ami à moi avec qui on faisait tout ça, même deux. Gilles Arangonou et surtout Jean-Yves Martin, qui était mon coéquipier dans ces explorations. Et il y avait un troisième bonhomme avec qui on se faisait une petite guerre de pirates, mais on n'était que trois, quoi. Voilà, donc ça. Et je crois qu'il s'agissait de pirater son forum sur son site web et lui de mettre des faux commentaires sur le mien, des choses comme ça. Mais c'était amusant. C'était amusant, c'était amusant. Du coup, ok. Il semble en fait que tu as fait des études à Orléans. Vous êtes parti par bourse ou bien par fonds propres? Par fonds propres. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas Campus France. On faisait ça directement au niveau du consulat de France. Et donc, non, je suis parti par l'effort de mes parents, que je remercie d'ailleurs. Vous vous considérez en fait comme un enfant en fait, de riche ou en fait vous venez de nulle part? Non, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que mes parents, très riches, mais d'intellect. Très riches d'intellect. C'est-à-dire que mon père est un médecin, chercheur en biochimie, qui m'inspire par sa ténacité. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches, sur notamment la drépanocytose et qui a quasiment toute sa vie s'est orienté autour de vie à sauver. Donc, très inspirant. Ma mère, médecin aussi, épidémiologiste, qui a passé sa vie à passer de grands projets en grands projets, voyager, voilà, faire des choses très, très impactantes pour son pays. Donc, on n'était pas spécialement riches, mais on n'a manqué de rien. On n'a jamais manqué de rien. Okay. Hyper intéressant. Toi, là, tout de suite, en fait, tu nous disais que quand tu es arrivé simplement en France, au début, c'était un peu compliqué. Si je me souviens, tu as dit que tu as eu ton bac à 15 ans. Donc, à 15 ans, quitter les parents, se retrouver en France, comment tu l'as vécu personnellement? Aventure incroyable. Aventure incroyable. Aventure incroyable, pourquoi? Parce que je l'ai souvent dit, j'avais pas les codes. C'est-à-dire que pour moi, la France, c'était ce que je voyais dans quelques films qui m'avaient marqué. Donc, c'était des films un peu où on parle de la cité. C'est des cousins qui venaient de France passer les vacances. Donc, j'avais pas une idée réelle de ce que c'était. Et donc, un petit choc. Mais quand j'arrive, justement, j'arrive sur la fac tout seul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment personne pour me montrer, etc. J'arrive à prendre le tram. Donc, j'ai eu un peu d'assistance quand même quand j'arrive. Mais au moment de la rentrée, je suis un peu seul. Et donc, j'ai quelque chose qui m'a marqué ce jour-là. C'est-à-dire que je cherche la cantine
C'est-à-dire, après le premier cours en amphi, je cherche le resto universitaire, je me balade sur tout le campus qui est grand, qui est gigantesque, et je ne le trouve pas. Donc, je décide d'aller m'asseoir là où je sais, c'est-à-dire à l'arrêt du tramway, attendre que le cours reprenne pour retourner à l'amphi. Donc, mais ça a pris un peu de temps. Ça a pris un tout petit peu de temps. Au bout de quelques jours, j'ai quand même pu connecter avec d'autres Africains qui avaient remarqué. En plus, j'étais venu en retard, donc ils m'ont pris sous leurs ailes un peu. Et c'est allé rapidement. J'ai rapidement pris le pli. Ok. Donc, bon, en vrai, généralement, il y a toujours en fait ces problèmes-là quand on arrive. Moi, je dis souvent en fait que les premières années, c'est un peu galère. La première année ou bien les premiers 6 mois, quand tu arrives en fait en France, généralement, c'est une période vide. L'adaptation, c'est souvent pas évident par rapport à ça. Mais pourquoi toi, après la formation, tu as décidé de revenir au pays? Alors, c'est vrai que ça, c'était ce que je me disais quand je partais. Après ma formation, je reviendrai au pays. Mais ça n'a pas été tout de suite. J'ai dû passer, je crois, 15 ans en France avant de revenir. Et qu'est-ce que tu faisais là? Je faisais beaucoup de choses. C'est-à-dire que après la formation, justement, donc j'ai commencé mes études à Orléans, mais je les ai finies à Paris. Je les ai finies à Paris dans une école, justement, qui répondait à ce que j'attendais. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de maths, il n'y avait plus de physique, il n'y avait plus de thermodynamique, il n'y avait pas de cahier, il n'y avait pas de devoir à la maison, il n'y avait pas de théorie. Il n'y avait que de la pratique avec un ordinateur du jour 0 jusqu'au bout. Donc, cette école-là, justement, m'a apporté aussi beaucoup en termes d'épanouissement. C'est complètement ce qu'il me fallait. Donc, c'est une école qui s'appelle Epitech, que j'ai faite à Paris. Et en fait, dès la fin, quand on se dit, bon, il faut que je rentre, en fait, on n'a même plus le moment pour se poser la question, dans le sens où les opportunités vous entraînent. Donc, après ma toute première année, j'ai eu une opportunité pour tenir une matière, comme par hasard, la matière de sécurité informatique dans l'école. Donc, j'enseignais aux autres. Ensuite, l'année d'après, j'ai tout de suite été pris dans un laboratoire d'un opérateur téléphonique, d'accord, pour faire justement quelque chose de très rare, du reverse engineering. Voilà, le reverse engineering. Et je crois que j'ai eu l'une de mes meilleures expériences dans ce domaine-là pendant ces années-là. C'est ça. Et donc, en fait, on passe d'opportunité en opportunité. C'est jusqu'en 2015, justement, où je me dis, bon, j'ai quand même fait un tour. Je vais changer d'orientation et les choses suivent leur cours à ce moment-là. Donc, est-ce que toi, avais les opportunités avant d'arriver au pays où tu t'es dit, bon, ok, je rentre et tu étais sûr en fait qu'en arrivant, tu allais avoir des opportunités? Plutôt cette option-là. J'ai quitté mon poste à Paris. Donc, à Paris, en fait, au final, j'étais directeur de l'école d'Epitech, justement, à Paris. Quand je pose ma démission, je ne sais pas exactement ce que je vais faire au Bénin, mais je me dis, je vais explorer des pistes, créer des choses au Bénin, faire des choses que je sais faire dans le monde et au Bénin. Sauf qu'effectivement, arrivé au Bénin, les choses se précisent plus facilement. De projet en projet, je me retrouve aspiré dans cette belle dynamique. Et voilà où on en est. Ok, je vois. Du coup, tu as pris en fait le risque de dire, bon, ok, vas-y, je reviens au pays, mais j'ai confiance en qu'arriver, il va avoir en fait des opportunités pour moi. Donc, tu démissionnes et tu arrives en fait au pays. En fait, il va y avoir des opportunités pour moi, peut-être pas, mais je vais créer les opportunités pour toi. C'est ça. Okay. Mais quand tu es arrivé, tu n'as pas eu en fait à prouver sur la scène en fait, avant que les gens ne te prennent vraiment au sérieux. Parce que bon, supposons que tu es parti avec 15 ans, tu reviens. Comment ça s'est passé en fait? Je crois que... Alors, je suis venu avec quelques petites choses dans mes bagages. Quelques petites choses sur le plan de la cybersécurité qui en fait ont touché les décideurs. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'ils ont pensé qu'on pouvait travailler ensemble. Quelques petits trucs qu'on ne veut pas nous le révéler du coup. C'est ça. Ok. Comment on passe en fait d'un salarié à un directeur général des instituts en fait dans un pays comme en fait, le Bénin? Il faut dire que le domaine où nous on évolue, enfin le cadre où nous évoluons n'est pas le cadre le plus normatif que les gens connaissent de l'administration publique, c'est-à-dire que le domaine des fonctionnaires, des APE, c'est pas exactement ce cadre. Il y a une loi qui est passée sur les collaborateurs externes et qui permet justement à l'État de travailler avec des compétences qui ne sont pas dans ce cadre, n'est-ce pas, avec les échelons des fonctionnaires, etc. Donc, dans ce cadre, finalement, ça marche plus comme dans une entreprise que dans une administration. Ça permet d'avoir de la vélocité et finalement de pouvoir exploiter les compétences correctement. C'est dans ça que j'arrive et donc il n'y a pas forcément d'évolution où il faut attendre de gravir des échelons particuliers de nomination en nomination. Il faut dire que du coup, les domaines sur lesquels j'interviens, on les a conduites en tout cas en petits groupes avec directement le leadership, en tout cas du décideur number one, d'accord. Et donc finalement,
globalement, ces initiatives partant de la présidence, ça a commencé par le code du numérique, la création des agences. Et du coup, dans l'opérationnalisation du code du numérique, par exemple, il y avait l'opérationnalisation d'une agence. Donc, l'idée, c'était d'opérationnaliser l'agence, de mettre en place les textes, les statuts, les organigrammes, les différentes unités, de penser tout ça sur papier, de le confier à l'approbation des décideurs. Il leur revenait justement de dire qui allait piloter cela. Et donc, quand leur choix se porte sur vous, on ne sait pas forcément quels sont les paramètres qui ont conduit à ce qu'ils pensent à vous. Mais bon, c'est assez évident. Ok, je vois. En fait, votre structure, on dirait une entreprise privée. C'est pas structuré comme en fait un truc gouvernemental où on dit ok, il faut monter par échelon. C'est ça. On dit que ce sont des organismes administratifs. Ça reste des organismes administratifs avec toutes les contraintes réglementaires comme le code de passation des marchés publics. Donc, c'est très rigide. La même loi des finances nous impacte tous, etc. Mais dans le fonctionnement au quotidien, c'est beaucoup plus light. C'est ça. Light pour de l'efficience. C'est cela. Mais pourquoi, en fait, dans votre domaine, ils ont plutôt opté, en fait, pour ce type, en fait, de système? Ce n'est pas le seul domaine. Okay. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plusieurs agences. Au début, ça s'appelait les agences d'exécution du PAG. Donc, en fait, l'idée, c'était de pouvoir aller vite sur des projets structurants pour le gouvernement. C'était plutôt ça. Donc, il y a plusieurs domaines comme ça. Donc, il y a eu sur le numérique. Donc, ça fait partie de mon domaine. Il y a eu sur le cadre de vie. Voilà, il y en a plusieurs comme ça. Voilà. Il faut dire que tu as eu un parcours assez incroyable. Toi, derrière, tu penses que ça a été en fait ton avantage concurrentiel? Problem solving. Je suis très mauvais théoricien, mais j'aime prendre les choses vraiment par les cornes, m'asseoir devant un tableau avec tout le monde, et puis on ne sort pas de là si on n'a pas de solution. Donc, c'est la méthode. C'est-à-dire que il faut qu'on résolve les problèmes, qu'on structure, qu'on débroussaille. Donc, dans ce domaine-là, j'aime bien challenger, puisque je viens de là, n'est-ce pas? Donc, sur les sujets techniques, on a des échanges vraiment profonds avec les équipes et ça nous permet vraiment de construire des choses solides et intéressantes. Ok, c'est intéressant. Maintenant, toi, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est comprendre, aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, ta journée type au Centre national d'investigation numérique? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ne se ressemblent pas les unes les autres. Mais globalement, s'il y a un pattern qui se dessine, c'est la journée type au centre. Généralement, je commence par tout ce qui est administratif. Un premier jet, tout ce qui est mail, dès le matin, nos échanges sur nos plateformes d'échange, un peu dépiler un peu de tout. Souvent, les urgences apparaissent de là, meuble un peu la matinée. Ensuite, ça s'enchaîne avec des rendez-vous, soit en interne avec les équipes, soit en externe avec d'autres personnes, soit voilà. Et généralement, mes journées à moi-même commencent généralement le soir, à partir de 18h, où là, je peux commencer à traiter la deuxième partie de l'administratif, donc les parapheurs, les documents à signer, et commencer à produire. Généralement, je ne produis jamais, je n'ai pas l'opportunité de produire avant ces heures-là parce que c'est tout le temps des interruptions, des sollicitations, et c'est mon rythme, voilà, ça me va. Donc, j'ai des journées plutôt longues, mais c'est mon rythme, j'ai pris ce pli-là et ça me va bien. Ah ouais. Et avec tout ce rythme, en fait, la façon dont tu dis, ta journée commence à partir de 19h. Comment toi, tu gères la vie perso, en fait, avec ce type, en fait, de journée? Tu veux me créer des problèmes. Hein? Non. J'essaie d'équilibrer plutôt sur les week-ends, par exemple, où un week-end sur deux, je travaille quand même, mais je ne travaille pas toute la journée. Donc, ce reste du temps, là, je suis quand même avec la famille. J'essaie quand même, voilà, quand je peux, de profiter un maximum d'eux. C'est pas facile pour la famille. C'est pas facile pour la famille. C'est pas ce que je vois le plus. Je ne les vois pas autant que je voudrais, mais j'essaye quand même de faire un minimum pour... Pas évident par rapport à votre... C'est pas toujours évident. Mais après, vous voyez, on est dans un environnement où tellement de gens donnent pour ces initiatives. Je suis entouré que de ça, que de gens qui travaillent. À 4h du matin, vous recevez des mails, à 6h, à 23h, à 1h du matin. Le dimanche, à 8h, des appels. J'ai des patrons qui commencent leur dimanche à 7h au bureau. Wow. Ils s'évadent le temps d'un déjeuner en famille. Et à 15h, on est encore ensemble. Et jusqu'à 18h, 19h, peut-être il va profiter de son dimanche soir. Et c'est tout. Donc, quand vous êtes entouré de personnes comme ça, je sais pas, on est entraîné tout seul. Je ne dis pas que c'est la meilleure manière de faire les choses, mais j'ai envie de dire qu'on a une mission, qu'on a acceptée. Ça durera un temps et on va donner notre maximum. Wow. C'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant parce que quand on voit de l'extérieur, je pense que ça fait plaisir en fait, de pouvoir échanger avec quelqu'un de l'intérieur en fait. Parce que quand on est jeune, on voit de l'extérieur, on se dit, bon, comme je t'ai dit, tu es là, tu regardes la télé, quelques secondes, c'est bon, c'est passé, tu te dis, bon, ok, c'est easy. Alors que bon, dans la vraie vie, en fait, c'est autre chose. Tout à l'heure, tu as dit, toi, en fait, c'est pas toi seul qui gère, que
tu as toute une équipe et qui gère les choses. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous prennent en fait comme un modèle, qui veulent un jour atteindre votre niveau concrètement. Comment vous recrutez des talents qui bossent avec vous? Yes. Tout à l'heure, je disais que l'approche doit être différente. Que ce soit à l'ANSSI, à l'ASSIN ou au CENIN, là, j'ai perdu tout le monde avec les sigles. Ouais. On est fort en sigles. On est très fort en sigles. Nous, on s'y retrouve très bien, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. L'ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a évolué en ASSIN, Agence des systèmes d'information et du numérique, et d'où est né le CENIN, Centre national d'investigation numérique. Dans toutes ces entités, toutes les personnes qui font, en tout cas, les tâches opérationnelles, aucune d'entre elles n'a quasiment été recrutée sans être passée par ce que nous appelons le Hacker Lab. Le Hacker Lab, en fait, l'approche encore une fois. En 2017, Code du numérique, on se dit, ça y est, il faut opérationnaliser la cybersécurité. Donc, ça part de la présidence. On se dit, comment est-ce qu'on arrive à organiser? Il y a l'agence de développement du numérique à ce moment-là. Il faut qu'on ait du monde pour suivre, pour accompagner tout ça. Il nous faut d'abord un CERT national, donc une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique qui va intervenir quand il y aura un problème, qui va prévenir les problèmes, qui va inspecter les sites web, etc. À ce moment-là, on est deux. On est deux, il y a moi et il y a un militaire qui était à la présidence aussi et qui est un passionné. Il est encore là jusqu'à aujourd'hui, c'est un sacré bonhomme, très efficace, un vrai génie et on était deux, mais à deux, tout bon qu'on est, on ne sait pas faire forcément grand-chose à l'échelle d'un pays. Donc on se dit, comment on fait pour détecter tous ces jeunes-là qui, en vérité, ont envie et sont capables? Donc là, on a l'idée de faire un concours national qui s'appelle le Hacker Lab, finalement, qui permettra de faire ressortir les meilleurs. Donc en fait, jusqu'à aujourd'hui, on est à la 8e édition, donc c'est devenu quelque chose qu'on fait tous les ans. Et donc, globalement, on fait une phase de présélection. Pour être retenu, il faut résoudre des épreuves. Et après ces épreuves, vous êtes dans une salle pendant 48 heures. Vous n'êtes pas censé bouger de là, vous dormez sur place. Et les meilleurs, c'est eux que nous recrutons. Donc en fait, on a commencé à s'opérationnaliser en prenant des jeunes comme ça qui ont fait leurs preuves par l'action. D'accord? Ils ont fait leurs preuves par l'action. Tous les recrutements qu'on a eu à faire après dans ces unités, par exemple, on disait, voici l'offre de recrutement. On parsemait des indices dedans. Et on ne mettait pas d'email ou de boîte à laquelle envoyer ta candidature. Donc si tu étais fait pour le job, tu trouverais comment nous envoyer ta candidature. Et voilà. Donc, les quelques candidatures qu'on a reçues, c'est ceux-là qu'on a vus en entretien et qu'on a retenues. C'est des approches un peu que vous n'auriez jamais pu faire dans un cadre plus normatif, administratif, etc. Mais voilà, ça a produit des excellents résultats. Et comme je dis, parenthèse, notre jeunesse est incroyable. C'est-à-dire nos jeunes sont incroyables en termes de passion et de matière grise, incroyable. Aujourd'hui, je dis toutes ces unités-là sont peuplées de ces jeunes. Et leur force est dans leur passion. Tu arrives au bureau un dimanche à 17h, pas sûr qu'il y aura toujours des gars cachés derrière l'ordinateur à travailler. Et ils ne sont pas en train de jouer. C'est-à-dire que tu passes par derrière, tu tombes sur l'écran par surprise. Il est vraiment en train de débugger des trucs du bureau, du boulot, pour gagner du temps sur demain, etc. Et ils le font avec plaisir. C'est leur passion, vous voyez. Et comme ils sont encore assez jeunes, ils n'ont pas plein de responsabilités, ils n'ont pas une famille à qui donner du temps, une copine qui est plus exigeante, des choses comme ça. Donc, ça, ils sont à fond dans leur passion. Et ça, nous, on en tire un maximum de résultats. Mais est-ce que, quand une personne jeune se donne à fond dans son travail, est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité, en fait, qu'à un moment donné, que la personne se dise « Ok, maintenant, je dois avoir plus de temps » ou pas? Parce que par rapport à votre parcours, c'était comme ça vous étiez actuellement et quand on a parlé de famille, c'est assez compliqué, en fait. Du coup, est-ce que c'est possible de se dire « Ok, pour le moment, c'est parce que je suis seul, je n'ai pas de responsabilité, que je suis à fond. À un moment donné, je peux décider, en fait, de couper. » Est-ce que c'est vraiment possible? Ça vient tout seul. C'est-à-dire que j'ai vu les tout premiers qui étaient avec nous au début, je ne les vois plus à 17h le dimanche. S'ils étaient là le dimanche il y a 8 ans, 7 ans, aujourd'hui ils ne sont plus là. Chacun y passe plus du temps de qualité. Cependant, j'ai jamais vu une équipe autant mobilisée. C'est-à-dire que même si ce dimanche-là à 17h il y a un problème, ils seront sur le pont et ils y seront jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Quand on a besoin d'eux, ils sont là. Voilà, quand on a besoin d'eux, ils sont là. Tout le temps. Est-ce que, bon, je ne sais pas si la question, elle peut être posée ou pas, mais comment vous vous structurez pour gérer en fait des menaces, au cas où il y a des menaces? Ce matin même, nous étions au lancement de ce qu'on appelle un cyberdrill au Golden Tulip avec la coopération luxembourgeoise. Le Luxembourg a une très belle expérience, un très bel écosystème sur la cybersécurité. On est content de ce partenariat. C'est des gens qui ont une doctrine un peu comme nous. Ils ne sont pas nombreux, mais ils développent eux-mêmes leurs outils. Ils croient beaucoup en l'open source. Ils ne dépensent pas beaucoup d'argent. Et parce que nous, on n'en a pas beaucoup non plus. C'est-à-dire que
un budget cybersécurité, on va d'abord le mettre en face d'un plateau technique d'un hôpital. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une vraie question. Et donc, ils font beaucoup de choses eux-mêmes. Donc, ils sont venus dans le cadre de ce projet au Bénin pour faire ce qu'on appelle un cyberdrill. Et un cyberdrill, ça va durer toute une semaine. Et ce sera émaillé d'exercices de simulation de crise. Pour que nos RSSI, donc nos responsables de la sécurité des systèmes d'information, soient prêts. Ce n'est pas le jour où une crise va arriver, ils vont commencer à regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on fait, à qui on parle, comment on gère, qu'est-ce qu'on annonce au public d'abord. Donc, ce n'est pas le premier cyberdrill. Il faut que ça se répète tout le temps. C'est comme un entraînement. Les gens doivent être comme des sapeurs-pompiers qui doivent être tout le temps préparés à l'incident. Et donc, en fait, voilà, on a plein d'initiatives comme ça qui permettent à nos RSSI et à nous-mêmes, notre CERT national, d'être prêts à répondre. On a même un plan de gestion de crise au niveau national dans le cas où une crise toucherait un de nos opérateurs d'infrastructures d'information critiques. D'accord? Donc, dans le pays, en fait, on a des entités qui opèrent pour le niveau national et qui sont à l'état de l'art en termes de technologie, c'est-à-dire qu'elles sont très technologiques, dépendantes de la technologie, et qui peuvent être piratées un jour ou avoir un vrai problème d'indisponibilité. Comment est-ce que le pays continuerait à fonctionner? Comment est-ce qu'on gère cette crise? Donc, on a un plan de gestion de crise impliquant les autorités au plus haut niveau, impliquant les opérationnels, impliquant les métiers, impliquant la communication, qu'on essaie d'huiler, d'accord, pour que le jour, quelque chose comme ça, je touche du bois, Dieu merci, il y en a beaucoup, le jour quelque chose comme ça arrive, qu'on puisse réagir correctement. Mais aujourd'hui, ça veut dire que par rapport aux différentes cibles, j'ai envie de dire, par rapport aux différentes structures et tout, donc au niveau interne, vous arrivez en fait à les classer pour dire, bon, OK, cette entité est prioritaire, niveau 2, niveau 3, comme en fait on le fait dans les films, c'est comme ça c'est structuré. Tu as exactement compris. C'est-à-dire que pour faire la genèse, on a une stratégie nationale de sécurité numérique qui dit que notre objectif, c'est un écosystème numérique florissant et sécurisé pour une économie numérique. Vous voyez, les deux sont liés. Hein, c'est-à-dire que si le cyberespace est sécurisé, l'économie numérique peut prospérer. C'est sur plusieurs années, c'est 5 axes. Le premier axe, c'est la protection des systèmes d'information et des infrastructures critiques. Donc là, pour ça, on a créé une équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique qui est le policier, qui lui va vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité, surveiller, intervenir s'il y a un problème. On a une politique de sécurité des systèmes d'information de l'État. Donc tout ce qui est étatique, agences, institutions, ministères, tout le monde doit, se conformer à cet ensemble c'est des dizaines de règles, comme faire des audits tous les ans, reporter quand il y a un incident, avoir un conseil de sécurité en interne, avoir un RSSI, former les gens, sensibiliser, avoir une politique d'offboarding, d'onboarding, un comité de flux, c'est plein de choses qu'il faut faire. Et une politique de protection des infrastructures d'information critiques. Donc, c'est les mêmes genres de règles, mais plus corsées pour les infrastructures critiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, eux, ils ne peuvent pas jouer. Autant dans le premier cas, si vous ne le faites pas, on vous tapera un peu sur les doigts, et on va vous encourager surtout à le faire. Mais dans l'autre cas, là, c'est des sanctions. C'est des sanctions financières, c'est très grave. On est obligé de le faire. Deuxième axe, lutte contre la cybercriminalité, donc la formation des magistrats, des policiers, n'est-ce pas, pour justement gérer la cybercriminalité qui est un peu particulière. Le troisième axe, c'est la promotion de la confiance numérique, donc c'est tout ce qui est service de confiance électronique, donc signature électronique, archivage électronique, promouvoir ces services-là, par exemple. Donc on a une PKI nationale, une infrastructure de gestion de clés nationale qui permet de sécuriser les titres sécurisés, les e-services, un ensemble de services. Vous avez vu la semaine dernière au Conseil des ministres, on a parlé de la dématérialisation, de la passation des marchés publics. Et tout ça sera articulé autour des services de confiance électronique. Les gens pourront déposer leurs dossiers, les signer électroniquement, faire du cachet électronique, faire de l'eurodatage sur le dépôt de leur dossier. Donc tout ça sera tellement fiable que ça aura la même valeur probante que le papier. Quatrième axe, le développement de la culture et des compétences. Donc, c'est Hacker Lab, c'est la formation qu'on est en train de faire avec l'École des métiers du numérique. C'est plein d'initiatives comme ça. C'est la campagne Paré de sensibilisation qu'on fait tous les ans pour sensibiliser les gens aux menaces du cyberespace, aux cyber-escroqueries et à la protection de l'enfance en ligne. Le cinquième axe, c'est la coopération internationale et la coordination nationale. Donc, coopération internationale, par exemple, c'est adhérer aux différents groupes de travail, comme le FIRST, qui est la fêtière des groupes de réponse aux incidents de sécurité informatique, l'ITU, les conventions de lutte contre la cybercriminalité qui permettent de parler avec les autres pays pour lutter contre la cybercriminalité. Et la coordination nationale, c'est un peu ce que nous faisons là, de faire parler tout le monde, d'avoir un plan de gestion de crise pour que le jour où quelque chose arrive, on puisse savoir qui fait quoi.
Et donc, pour répondre à la question, quand on a fait la PSSIE, donc la première politique ou la deuxième politique, on se dit, là, on classe les entités. Ouais. On dit, on a les infrastructures d'information critique. Elle, c'est le sommet où on doit forcément tout regarder et surveiller comme du lait sur le feu. Le deuxième, c'est les entités de l'État. Ouais. D'accord, où justement, on fait un constat, c'est-à-dire que des centaines d'entités. On ne peut pas courir après tout le monde. Même les états de maturité en termes de système d'information de ces entités n'est pas le même partout. Donc, on ne va pas forcer, par exemple, la petite mairie quelque part dans le zoo à être, au sommet de son art en termes de cybersécurité alors qu'elle n'a pas de système d'information. Sachant qu'en plus, ça c'est en train de changer. Aujourd'hui, la plupart de ces mairies-là ont des systèmes de gestion de courrier électronique, de courrier, qui sont de plus en plus dématérialisés parce qu'elles ont des responsables des systèmes d'information qui sont systématiquement dans toutes les communes aujourd'hui. Donc, c'est en train de monter. Mais le temps que ça arrive, on ne mettra pas forcément notre énergie là. On mettra notre énergie sur ce que nous avons appelé des structures prioritaires. Donc, on en a plein. On peut deviner facilement, par exemple, je sais pas moi, le port, la NIP, c'est des structures prioritaires. Donc, c'est des structures sur lesquelles l'État va investir pour qu'elles soient conformes à ces règles-là qui sont dans cette politique. Voilà. Waouh! C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et puis, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. J'ai une question que je vais poser, mais avant ça, j'ai une question que je vais poser avant. Okay. Comme vous avez dit tout à l'heure, en fait, qu'avant 2015 ou 2016, avant que vous nous commenciez, j'ai dit que vous avez commencé, vous étiez 2. Donc, avant ça, est-ce que ça veut dire que le Bénin n'avait pas de système, en fait, de sécurité interne, un truc comme ça? Alors, c'est des domaines sur lesquels il faut être humble. Sinon, les anciens qui sont là vont vous flécher. D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu d'experts de cybersécurité au Bénin, il y en avait. Et j'ai surtout dit que ces choses décollaient quand il y avait la volonté qui venait d'en haut, n'est-ce pas? Oui, exactement. La volonté venant d'en haut confie à ceux qui sont proches d'eux de mobiliser toutes les énergies qu'il faut pour que la chose prenne. Et ce que je peux dire qu'il n'y avait pas, c'est justement de système de sécurité. Il n'y en avait pas. Là, je peux être formel, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait quasiment rien. Il y avait à l'époque une agence gouvernementale qui commençait à explorer la question, mais qui n'avait pas encore pris d'actes forts comme un code du numérique, comme une stratégie nationale, comme la création d'un CERT, des choses structurantes sans lesquelles vous ne démarrez rien, voyez-vous. Donc, oui, effectivement, il n'y avait pas, malheureusement. Et je prends pour exemple les chiffres. En termes de classement, il y a l'Union internationale des télécommunications qui évalue les pays membres sur leur préparation, leur état de préparation à la cybersécurité. En 2016, justement, il y a eu un classement, la toute première édition du classement. Nous étions autour de quelque chose comme 140 sur à peu près 150 pays évalués. J'ai plus les chiffres très frais dans ma tête, mais c'est quelque chose dans ces eaux-là. Il y a eu 2 évaluations. En 2021, nous étions passés 56e au niveau mondial et 6e en Afrique subsaharienne. Wow. En 2024, ça s'est maintenu parce que plein d'autres pays ont démarré plein d'autres choses aussi, donc c'est très bien pour le continent. Donc, ils ont plutôt changé la méthode et ils ont plutôt fait des tiers, c'est-à-dire le groupe 1 des meilleurs pays, le groupe 2 des pays en train d'arriver vers la fin. Il y a 5 groupes comme ça. Nous sommes classés dans le deuxième pays, dans le deuxième groupe, avec des pays comme le Canada, comme la Chine. Voilà. Donc, Canada, Chine, quand même, ça va fort, tu vois. Alors, je vais démystifier, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que nous avons les mêmes niveaux d'investissement que le Canada, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Mais nous avons des socles qui s'équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons des socles qui s'équivalent. Donc, finalement, à hauteur, pound for pound, comme on dit dans les sports de combat, on peut se parler. Ok. Voilà. Mais en fait, ce qui est incroyable, là, tu parles en fait de financement et tout. Si vous n'avez pas le même niveau de financement, comment vous arrivez à créer en fait des socles aussi solides que les grands pays là, en fait, qui mettent suffisamment en fait de fonds? C'est une question d'échelle. Je disais tout à l'heure que nous, nos efforts se concentraient sur 40 structures de l'État. Ok. J'ai pas dit le chiffre, je n'ai pas dit le nombre. Finalement, je l'ai dit, sur ces structures de l'État qu'on appelle les structures prioritaires. Et j'ai dit pourquoi? J'ai dit qu'au-delà de ces 40-là, le niveau de maturité n'imposait pas encore qu'on dirige des investissements conséquents vers là. Alors qu'eux, à leur niveau, c'est sorti de ces structures-là, ils ont déjà plus de maturité à plus de niveau que nous. D'accord? Donc, forcément, leurs investissements seront plus d'autres. Il faut qu'ils gèrent plus de systèmes d'information. Nous, on fait à l'échelle. C'est aussi peut-être ça une des recettes de de la confiance que les décideurs ont placée en nous, c'est-à-dire que nous nous sommes toujours efforcés, en tout cas, de faire de manière rationnelle. Je donne souvent un exemple.
Pourquoi en Afrique, tous les pays n'ont pas une équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique? Parce que beaucoup ont cette vision, comme quoi si elles n'ont pas un projet de la Banque mondiale qui en met 5 millions de dollars sur la table pour former pendant 5 ans ou 3 ans des experts qui vont revenir en masse pour tourner les infrastructures, elles n'ont pas 5 millions à mettre dans des licences logicielles, il ne faut pas créer il ne faut pas créer d'équipe. Et donc, ils attendront que ce projet-là vienne pour créer une équipe. Et je dis que c'est la plus grande erreur. Comme j'ai dit, nous, on l'a créé avec 2 personnes. On l'a créé avec l'open source. On a récupéré des serveurs dans les couloirs. Et c'est avec ce petit départ modeste qu'on a pu montrer notre utilité et qu'on a pu bénéficier ensuite d'investissements plus conséquents. D'accord. Donc, effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut réussir, c'est-à-dire que nous faisons de manière rationnelle. Des budgets de cybersécurité, vous parlez à vos collègues. Une société, je ne sais pas, qui est dans peut-être le top 100 des sociétés françaises, va vous dire que son budget cybersécurité, c'est 10 millions d'euros. Ouais. 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Nous, on met plus, mais on est quand même un pays. Ouais, je ne vais pas mentir et dire qu'on met 10 fois plus. D'accord. Mais on met ce qu'on met est respectable, mais ce n'est pas 10 fois plus. D'accord. Là où d'autres pays comme la France et tout mettent 10 fois plus. Donc, c'est à l'échelle. Si on nous donnait cet argent, on saurait quoi en faire. On achèterait les écrans, les licences, les outils, les SIEM les plus costauds, les EDA les plus costauds. On mettrait des licences partout, etc. Mais on fait de manière rationnelle. On essaie d'étaler suivant les priorités, etc. Donc, on gère. Donc, ça aussi, c'est une recette de notre succès. Hyper intéressant. Ouais. C'est très intéressant. En fait, au départ, quand tu étais en train d'expliquer, tu parlais en fait de la police et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu parles en fait de la police et tout, pour les trucs de cybercriminalité, vous travaillez directement avec la police ou en fait il y a des personnes qui sont dans la cybersécurité et qui sont formées aux techniques en fait de terrain et qui interviennent quand il y a en fait un problème de cybersécurité? C'est ça. Intervenir sur le terrain, c'est très normalisé. C'est-à-dire que globalement, il faut la supervision de la police judiciaire pour faire certaines choses. Il ne faut pas juste être expert en cybersécurité pour pouvoir faire ces choses-là. La réforme qui a donné lieu à la naissance du CENIN, justement, a voulu que les policiers qui faisaient de leur côté, au sein de la police, la lutte contre la cybercriminalité, soient transférés dans un cadre où ils étaient plus proches des experts techniques qui, eux, justement, faisaient que la technique. D'accord. Et donc, en fait, c'est devenu une entité multipolaire avec des policiers, des militaires, des experts civils. Et en fait, l'idée, ça a été de créer une meilleure synergie entre toutes ces personnes pour qu'il n'y ait plus d'angle mort. D'accord. Je peux donner un exemple. C'est-à-dire qu'au niveau de la police, avant, éventuellement, l'une de leurs plus grandes difficultés était de savoir si je me cache derrière un compte Facebook ou un numéro pas bien identifié et je commets un méfait, c'était plus difficile pour eux de trouver qui était derrière. Le fait de les associer justement aux experts techniques permet que les enquêtes soient plus faciles, que les enquêtes soient accélérées, qu'avec cet identifiant fantôme, qu'on puisse remonter à une vraie identité et leur passer la main de manière à ce qu'eux conduisent la procédure jusqu'au bout au niveau judiciaire. Donc oui, pour répondre à ta question, c'est des policiers qui sont aujourd'hui au sein du centre dans ce que nous appelons la direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui est en fait l'évolution de l'ex-OCRC, Office central de répression de la cybercriminalité. Voilà. Je pense en fait aujourd'hui, il y a le marché qui est là enfin, pour les personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans la cybersécurité, qui se forment, veulent étudier dans le domaine. Oui. Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, dans le numérique, c'est difficile de chômer. Si on est bon, si on est dégourdi, c'est difficile de chômer dans le numérique. La cybersécurité, encore plus parce que la demande est forte. La demande est très forte. Mais il faut être bien formé, d'accord? Il faut être bien formé pour aspirer aux bonnes opportunités. Je ne suis pas sûr que dans notre pays encore, on ait assez de besoins pour absorber tous les jeunes qui se forment. Mais ça vient. Ça vient par différentes initiatives. Par exemple, tu as parlé des niveaux de chaque entité. Ces niveaux nous obligent à soigner les personnes qui vont intervenir pour ces entités. Imaginez-vous, la première personne venue qui dise « Oui, moi, je sais faire des tests de pénétration, donc c'est un type de test de sécurité, et qui aille voir notre port. Et qui disent, oui, je vais vous faire un test, qui livre un rapport au port et qui dit, oui, c'est bon, il y a une petite vulnérabilité ici, vous êtes sécurisé. Alors qu'en fait, c'est eux qui ne sont pas compétents à trouver toutes les vulnérabilités. Donc, pour ne pas laisser nos entités aux mains de n'importe qui,
on a mis en place un cadre de qualification des prestataires, donc tous ceux qui sont fournisseurs de services de sécurité numérique et qui doivent intervenir auprès de ces entités classifiées, doivent avoir un statut qualifié. Donc nous, on doit les connaître et s'assurer qu'ils ont l'expertise. Et donc, en fait, quand vous êtes FSSNQ, encore un sigle, c'est seulement là que vous pouvez donner du service de cybersécurité à nos entités classifiées. Une des conditions pour être qualifié, que vous soyez de droit béninois ou pas de droit béninois, vous devez avoir au moins 1 et 30% de béninois dans chacun des services pour lesquels vous le qualifiez. Il y a 11 domaines. Dans chacun des domaines pour lesquels vous le qualifiez, vous devez avoir au moins 1 et 30% de béninois. Ça veut dire qu'une boîte, je prends au hasard, tunisienne, qui avant pouvait venir avec 16 experts, faire l'audit et repartir, aujourd'hui ne pourra plus le faire. Elle sera obligée d'avoir un bonhomme en local, au moins, qu'elle a formé, certifié, d'accord, et contractualisé. C'est seulement à cette condition qu'elle pourra faire du service. D'accord. Et quand je dis 1, c'est parce que peut-être qu'il n'y a que 2 personnes pour la résilience sur le service, mais si elle a un service de 10 personnes, en fait, ça devrait être 3 béninois pour 10. Si elle a 100 personnes, ça devrait être 30 béninois pour 100. Mais pourquoi ce choix stratégique? Pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que si on dit aujourd'hui, il faut que toutes ces structures se sécurisent. Vous voyez les 40 dont on a parlé tout à l'heure, plus toutes les infrastructures critiques, plus toutes les autres qui sont au-delà, doivent se sécuriser. Ça fait des dizaines de projets à mener. Dans le délai qui est donné pour se conformer, ça fait des dizaines de projets. Ça ferait une ruée pour toutes ces entités et l'expertise n'est pas encore au Bénin. Ce n'est pas les boîtes béninoises, il n'y a pas beaucoup de grosses boîtes béninoises ou de boîtes béninoises qui puissent absorber assez. Donc finalement, il n'y aurait que des étrangers qui passeraient, qui feraient ces projets, qui repartiraient sans laisser la compétence. Et donc l'objectif de cette réforme-là, c'est que finalement, même quand elles finissent, qu'il y ait du talent, qu'il y ait des talents qui aient pu bénéficier de leur expertise à eux, de leur cadre à eux, et qui restent et qui continuent les initiatives ou qui continuent avec eux sur d'autres volets. Voilà. Mais si on parle de sécurité et qu'on fait appel aux entreprises externes, est-ce que ce n'est pas risqué? Non, ce n'est pas risqué parce que tout ça se cadre. Tout ça se cadre. Une boîte qui vient, déjà ça dépend. Tout dépend du type de test qu'elle va faire pour vous, du type de prestation qu'elle va faire. Ce n'est pas toutes les prestations qui leur donneront accès à votre propriété intellectuelle, à vos données. D'accord. Mais si elle en arrivait à devoir accéder à vos données, ça se cadre. C'est-à-dire qu'une entité sérieuse va avoir un document d'engagement qui lui dit comment elle aborde vos systèmes, ce qu'elle peut y faire au maximum, ce qu'elle peut faire de ce qu'elle trouve comme résultat ou comme données sur lesquelles elle tombe. Donc, quand c'est bien fait, c'est cadré, il n'y a pas vraiment de risque. Maintenant, le risque zéro n'existe pas. Ce sont des êtres humains derrière. Et des entités, il y a parfois des intérêts qui ne sont pas annoncés. C'est pourquoi nos entités, qui nous sont les plus chères, ne peuvent pas être abordées par n'importe qui. Donc vous, en fait, principalement, vous êtes focalisé en fait sur les entités en fait les plus chères. Et quand vous avez besoin en fait d'une expertise sur d'autres entités, vous faites appel aux experts externes. Donc c'est vous qui cadrez, par exemple. Non, c'est pas exactement ça. Si on faisait ça, on n'aurait pas de temps. On ne ferait que ça. En fait, on pose le cadre. On dit appel à manifestation. Quelles sont les boîtes qui voudraient faire du service au Bénin et qui voudraient être qualifiées? On a plein de dossiers. On prend quelques semaines et mois pour les évaluer. On dit, toi, tu es qualifiable, toi, tu n'es pas qualifié, toi, tu es qualifié, toi, tu n'es pas qualifié. Et à la fin, on sort une liste. Et dans tous les marchés publics qui vont suivre pour les structures concernées, les gens à qui elles doivent faire appel doivent être qualifiés. Si elles ne sont pas qualifiées et qu'elles rendent le service, les deux structures sont dans les problèmes. Voyez-vous? Donc, en fait, finalement, nos entités n'ont plus besoin de nous. Tant qu'elles ont coché la case, lui, il est qualifié, elles n'ont plus besoin de nous. Seules les entités d'infrastructures, opérateurs d'infrastructures critiques ont besoin d'un cran en plus pour nous, par rapport à nous. Où nous, on vient, mais en revue. Donc, ce n'est pas nous qui faisons tout le travail. Sinon, si on veut faire quelque chose d'envergure, on ne peut pas se mettre, nous, là, à la CIN, notre pôle à vouloir tout gérer, tout le pays. On ne va pas s'en sortir. Donc, alors qu'il y a plein d'expertise dans le pays. Voilà. Maintenant, si on devait résumer en gros au niveau de la CIN, qu'est-ce que vous faites alors concrètement vous? Alors, la CIN, c'est une grosse agence qui est le bras armé du gouvernement pour l'opérationnalisation, pour la transformation digitale. Au sein de la CIN, historiquement, il y a 3 pôles. Un pôle infrastructure numérique qui fait tout ce qui est accès, services universels, donc les salles numériques, les points numériques communautaires, la fibre dans le pays, des choses comme ça, de très haut débit. Le data center, les contrats de gestion. Le deuxième, c'est le pôle système d'information et dématérialisation qui fait toute la transfo digitale. Donc, le portail des services publics, tous les nouveaux services qui pop, toute l'infrastructure gouvernementale, ce sont eux qui gèrent l'assistance aux utilisateurs. Et on a le pôle sécurité numérique
Au sein du pôle sécurité numérique, on a 2 grands départements aussi. Le premier, c'est le département cybersécurité qui héberge, par exemple, l'équipe gouvernementale de réponse aux incidents de sécurité informatique, qui sont les fameux policiers, c'est-à-dire, eux, vraiment, ils font un travail central. Ensuite, il y a le centre de compétences qui forme différents groupes de personnes avec un cyber range, d'accord. Il y a un autre service dont on ne parle pas forcément qui, disons, sécurise les communications, disons, gouvernementales. Ça, c'est les grosses structures de ce département. Dans l'autre département, on a, par exemple, un laboratoire de conformité qui s'assure que toutes les entités dont on a parlé sont en train de faire leur feuille de route, d'accord, qui prodiguent les solutions, qui conduisent les projets pour les emmener sur la feuille de route, etc. Il y a la PKI nationale, c'est une grosse infrastructure qu'il faut généraliser. Donc, c'est tout ce qui est certificat électronique, signature électronique pour les administrations, pour les autorités, pour qu'elles puissent signer à distance avec notre propre infrastructure qui délivre nos propres certificats. Voilà, donc il y a plusieurs services comme ça. Je ne fais pas la liste complète qui au sein du pôle sécurité numérique de la CIN. Voilà. Wow. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est une grande agence. Hein. La CIN, c'est devenu costaud. C'est devenu costaud. C'est parti de 2, maintenant c'est devenu costaud. C'est ça. Wow, ça fait vraiment plaisir. Là, en fait, on est en train de finir en fait, la première partie et j'ai juste envie de te poser en fait, la dernière question sur cette première partie qui est: est-ce que toi tu dors tranquille? À travers la CIN, est-ce que tu peux dormir en fait, tranquillement ou tu es tout le temps en, fait, en alerte? Non, on est souvent en alerte. On est souvent en alerte. Bah, après, comment dire, l'alerte devient notre tranquillité. C'est-à-dire qu'on sait dormir tranquille et on est prêt à tout. On est prêt. Donc, aucun coup de fil à 2 h du matin ne m'a jamais gêné ou m'a surpris. Voilà, on s'attend à ça et ça arrive de temps en temps. Donc là, on va aller en fait sur tout ce qui est en fait réalité du terrain. On parle souvent en fait du hacking, tout le monde dit ça dans tous les sens et tout. Est-ce que tu peux nous donner une définition beaucoup plus concrète et surtout en fait bien expliquée pour les personnes qui ne s'y connaissent pas? Alors, il y a la définition sur papier. Vous avez la cybersécurité. Donc, on dit déjà que la cybersécurité, ce n'est pas un objectif, c'est un process qui ne finit jamais. La cybersécurité, c'est tout ce que vous allez mettre en place pour protéger 3 grands principes. La confidentialité. Donc, ça veut dire que je suis une entreprise, j'ai des données. Par exemple, ma propriété intellectuelle, ce qui fait ma différence, mon secret de fabrication, il n'y a que 3 personnes qui ont accès dans l'entreprise. Il ne faut pas que n'importe qui le voit. Là, comment je protège ça pour que la confidentialité reste? Deuxième chose, donc, alors je vais donner des exemples. Le serveur sur lequel ce sera mis, ou bien les fichiers dans lesquels c'est, seront chiffrés, par exemple. Donc, seules les personnes qui ont le secret, c'est-à-dire le mot de passe, peuvent avoir accès à la version claire de cette propriété intellectuelle-là. Ça, c'est un mécanisme pour protéger la confidentialité. La deuxième chose, c'est l'intégrité. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, d'accord, que cette propriété intellectuelle dans laquelle il y a une recette, une équation très précise qui est étalée sur 32 lignes avec plusieurs virgules ou s'il y a un seul chiffre qui change, c'est que la machine explose, d'accord? Un pirate qui est très mauvais, il rentre dedans, il change quelques virgules, il change la position de la virgule, il change quelques nombres et puis, paf, le secret, quand il est appliqué, injecté dans la recette, ça fait péter. Donc, l'intégrité de cette donnée est importante. Comment je m'assure qu'à chaque fois que je dois mettre ça dans la recette, comment je m'assure que c'est l'ingrédient initial, que c'est le truc initial. Donc, pour ça, par exemple, je peux faire la signature électronique. Je peux faire un cachet électronique qui assure que ça, là, c'est la version que le grand chercheur, le chercheur initial, le fondateur de la compagnie a créé. Il a acheté ça et personne ne peut le modifier. D'accord? Il le fera grâce à un certificat, grâce à la cryptographie, grâce à une PKI et ça protégera l'intégrité de la donnée. Et le troisième, les Anglais disent availability, nous on dit disponibilité. Et en fait, c'est le fait qu'au moment où j'ai besoin de ce secret-là pour lancer ma fabrication, qu'il soit disponible. Si quand j'essaie d'y accéder, ça ne marche pas parce que c'est plus là, c'est pas disponible, les goulots d'étranglement, ça fait que je n'arrive pas à y accéder, d'accord? Mon entreprise, je perds de l'argent pendant ce temps où je ne fabrique pas. Donc, je vais par exemple faire ce qu'on appelle du load balancing, c'est-à-dire que je vais avoir une copie de la recette sur 3 machines différentes et avec une sorte de moniteur qui va dire « Ah, ici c'est trop chargé, je vais aller ici pour te donner la donnée. » D'accord? Donc, tous ces mécanismes-là que j'ai cités par exemple, c'est ça qu'on va appeler la protection de la cybersécurité de nos assets, de nos ressources. Donc, confidentialité, intégrité, disponibilité. Il y a plein d'autres exemples, mais tout ça se retrouve dans ces 3 choses-là. Et donc, vous avez des gens qui ont des objectifs différents.
Déjà, il y a deux grandes catégories. Il y a les black hats et les white hats. Déjà, j'aime pas trop black hat parce que tout ce qui est mauvais est noir, malheureusement. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle les chapeaux noirs, qui eux sont les mauvais, et les chapeaux blancs, qui eux sont les justiciers. C'est-à-dire le chapeau blanc, quand il va pirater ton système, il va être éthique. C'est un pirate éthique. C'est-à-dire qu'il ne pirate pas pour te faire du mal, il va pirater pour t'aider à mieux te protéger. Voilà. Et ça devient un métier où c'est juste des chercheurs de bug bounty, on les appelle. Donc parfois c'est rémunéré, parfois c'est pas rémunéré, parfois c'est pour la gloire, etc. Mais ils n'iront jamais jusqu'au bout pour te faire du mal. Et là, il y a les chapeaux noirs qui ont un objectif. Tu peux avoir celui qui est un activiste, on appelle ça les hacktivistes, donc avec H-A-C-K, qui milite pour quelque chose. Donc par exemple, dans le conflit Russie-Ukraine, on a vu des gens pirater des sites en France et mettre un gros drapeau ukrainien dessus, enfin un gros drapeau russe dessus pour dire oui, voilà, la France soutient, ou bien dans Israël, Palestine, voilà, pour mettre des gros drapeaux pour militer contre quelque chose. Vous avez parfois même l'employé interne qui est mécontent d'avoir été licencié, sauf que quand il est parti, vous n'avez pas révoqué ses mots de passe. Il a gardé son mot de passe. Ou bien, toutes les années qu'il était chez vous, il a travaillé avec son yahoo.fr. Donc, tous les secrets d'entreprise allaient dans son yahoo.fr sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Donc, ce qu'il a produit pour la boîte, en fait, finalement, lui appartenait, ainsi que ce que ses collègues ont produit et lui ont envoyé. Donc, finalement, quand il part, il peut vous faire du mal par là. Éventuellement, vendre votre propriété intellectuelle ou donner des accès à quelqu'un d'autre pour vous faire plus mal. Il y a plein de catégories, mais une autre catégorie aujourd'hui, c'est ceux qui en ont fait un métier. Et un métier, c'est pour gagner de l'argent et beaucoup d'argent. Aujourd'hui, l'industrie de la cybercriminalité se pèse en milliards de dollars, d'accord? Parfois comparable même à l'industrie des stupéfiants. Eux, quand ils viennent, c'est pour gâter. C'est pour gâter. Alors, maintenant, ça évolue. Au début, on a eu les ransomware. Ça a été la grande ère des ransomware avec WannaCry pour commencer. Et l'attaque nommée WannaCry. Donc, en gros, c'est des attaques, des virus qui rentrent dans votre système. Avant, les pirates, quand ils venaient, c'était aussi par défi. C'est-à-dire, pirater un truc, c'est un défi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je rentre dedans et soit je mets un gros message pour dire que je suis rentré dedans, soit je casse tout parce que je suis bête pour dire que je suis le plus fort et j'ai tout cassé. Je m'en fous. J'ai tout cassé. Et donc, ça a évolué. Je suis dedans. Comment je me fais de l'argent? Une chose que nous voyons souvent en Afrique, c'est ce qu'on appelle business email compromise, compromission d'email corporate. Des gens, quand ils rentrent dans votre système, ils vont prendre du temps. On les appelle les APT. Eux, ils sont Advanced Permanent Threat, c'est-à-dire qu'ils sont là pour longtemps. Ils ne sont pas là juste pour un coup. Ils vont prendre des mois, étudier votre fonctionnement, comprendre tous vos mécanismes métiers. Souvent, quand c'est dans les banques, ça prend du temps. Mais dans une entreprise, rapidement, ils ciblent qui est le DAF. Il regarde sa boîte mail et il voit les fournisseurs à qui il fait des virements par RIB, etc., virements bancaires, et ils vont trouver la bonne discussion où on parle d'un transfert qui va être fait dans les jours à venir. Et ils s'insèrent dedans. Ils clonent des sites à un mot près, à un tiret près. Par exemple, meilleurfarinedefrance.com deviendra meilleur-farine-defrance.com. Ils vont envoyer les mêmes emails avec le même objet, donc ça va s'intercaler dans vos mails. Et vous aurez l'impression, le DAF aura l'impression que le fournisseur lui a envoyé un mail en disant non, finalement, le virement du mois prochain, à partir de maintenant, notre RIB a changé, voici le nouveau RIB. Et s'il n'y a pas de process en interne, c'est pourquoi la cybersécurité, c'est pas que de la technique, c'est aussi des process. S'il n'y a pas de process, le DAF, il met à jour le RIB dans la base et le virement part tout seul vers quelqu'un d'autre. On observe ça. On observe aussi, donc je parlais des ransomware. Ransomware, c'est un logiciel qui vous contamine. Ça commence par une personne. Généralement, ça vient par email, par phishing, par un lien sur lequel j'ai cliqué, par une clé USB que j'ai mis dans ma machine. Et ça se répand sur tout le réseau. Avant de se répandre sur tout le réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va même chercher vos serveurs de sauvegarde. Parce que vous n'avez pas appliqué toutes les bonnes règles d'une sauvegarde offline, de sauvegarder à 2 endroits, de faire 3 copies. Donc, il va trouver votre espace de sauvegarde qui est pas très loin de ce que vous avez sauvegardé. La sauvegarde n'est pas très loin. Je prends une machine, je la clone, je la mets à côté. C'est pas la meilleure chose à faire. Si je la clone, je prends la sauvegarde, je la mets bien loin. Sauf que généralement, on la laisse à côté, malheureusement. Et donc, il trouve la sauvegarde, il l'efface, il prend tous vos fichiers, il les envoie d'abord vers lui-même. Ensuite, il les chiffre. Donc, vous êtes dans les capacités de travailler. Et là, quand vous ouvrez les fichiers, vous n'avez plus qu'un texte qu'ils ont laissé qui dit si tu veux récupérer tes fichiers, envoie du Bitcoin. Donc, du Bitcoin parce que c'est anonyme. Envoie du Bitcoin et on te redonne la clé pour retrouver tes fichiers. Généralement, 2 fois sur 3, la clé ne fonctionnera pas ou ils ne donneront pas de clé. Ça ne sert à rien de payer. Donc, comme les gens ont arrêté de payer, maintenant, ils sont passés au niveau supérieur. Ils disent, toi, tu es une banque. Toi, tu es la CNSS. Toi, tu es l'État. Toi, tu es telle agence. Tu n'as pas envie que les données de tes clients,
que les données de tes investigations, que les données de tes bénéficiaires de sécurité sociale soient dans la nature. Parce que ça va être un gros scandale. T'as pas envie. Et là, c'est un autre business, c'est autre chose qui commence. Des gens nient, des gens acceptent, des gens payent pas. Sachant que les données personnelles aujourd'hui, une fois que vous avez fini de traiter avec les bandits, vous avez traité avec la régulation qui va vous taper dessus parce que vous n'avez pas fait ce qu'on appelle le due care, c'est-à-dire vous n'avez pas mis en œuvre l'obligation de moyens qu'il fallait pour éviter que ça arrive. D'accord. Wow. Et voilà, donc les gens n'ont pas envie, donc ils essaient de diminuer l'impact, de négocier, de payer tout de suite pour que ça passe sous les radars, etc. Donc voilà un peu les différentes personnes qui piratent les systèmes. Et voilà. Et de l'autre côté, il y a les bonnes personnes qui sont là pour protéger, pour battre ou bien combattre en fait les mauvaises personnes qui essaient en fait ou protéger ou simplement en fait battre au cas où il y a en fait déjà la crise. C'est ça, c'est-à-dire que je dis souvent que notre métier à nous, c'est deux choses. C'est d'empêcher que ce soit trop facile. C'est-à-dire que si je rentre comme dans une épicerie et puis bof, je fais tout ce que j'ai à faire, je me balade partout, personne ne me voit, je fais tout ce que j'ai à faire, c'est pas bon. Il faut que ce soit difficile. Parce que je n'en suis plus à dire qu'il faut que ce soit impossible. Ouais. D'accord. Celui qui est assez déterminé, un jour ou l'autre, arrivera à quelque chose. Même s'il ne sait pas qu'il vous abat complètement, il touchera quand même quelque chose. Donc, il faut que ce soit le plus difficile pour lui. Et une fois qu'il est dedans, il faut qu'on le détecte dans le plus court temps possible. Il ne faut pas qu'on laisse se balader des mois. Il faut que dans les 48 heures, chacun de ces déplacements lève une alerte et qu'on investigue, qu'on comprenne que quelqu'un est là et qu'on ne veut pas qu'il soit là. C'est facile quand vous avez 10 personnes, vous savez exactement qui fait quoi, qui a accès à quoi, qui doit être où, à quel moment. Mais quand votre périmètre, c'est des dizaines de milliers de personnes, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et il faut mettre en place des processus. Sinon, la personne, la technologie seule ne suffisent pas. Voilà. On dit souvent en fait que dans les failles, c'est beaucoup plus en fait les failles humaines qu'on utilise. Malheureusement, c'est l'humain qui est le maillon faible, le plus fort, mais aussi malheureusement celui par lequel on passe souvent. On a tendance à dire aujourd'hui, la dernière fois, je discutais avec les gars de mon équipe et tout, et ils disaient que on pouvait nous pirater, on pourrait bloquer. Est-ce qu'aujourd'hui, tout est piratable? Il sourit. Tout est piratable. Tout est piratable. Tout. Mais à quel point ça va être difficile. Même le système le plus sécurisé du monde, il y a bien une personne qui, dans sa tête, a un mot de passe. Donc, c'est pourquoi les gens laissent même la technique et passent à ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc, il va tout faire pour te piéger. Aujourd'hui, avec l'IA, vous avez des DAF qui ont fait des virements de plusieurs millions de dollars parce qu'il a parlé à son patron en vidéo. Il a parlé à son patron en vidéo. Il lui a parlé. Il a reconnu sa voix, c'était lui, quoi. Donc, il a fait le virement. Il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon patron qui me dit de faire, je le fais. Mais il y a bien quelqu'un qui a ce mot de passe dans sa tête. Donc, si vous arrivez à le travailler pour qu'il vous donne ce mot de passe, vous avez piraté la machine. Donc, bon. Tout est piratable. On dit que quand vous êtes en fait, dans votre cas par exemple, vous gérez vous vous assurez en fait de la protection en fait de tout un pays. Est-ce que vous lisez nos messages, par exemple sur les réseaux et tout? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lire, c'est-à-dire? Est-ce que vous avez accès à nos messages? Ah non, bien sûr que non. Oh non, c'est un mythe ça. Ça c'est un mythe? Non, c'est un mythe. Ah merci. Non, c'est un mythe, c'est un mythe. C'est un mythe. Et même si je pouvais, et même si c'était le cas, je ne vous aurais pas dit ça ici. Ouais, ça c'est clair en plus. Mais c'est un mythe c'est un mythe. Globalement, c'est un mythe. Globalement, c'est un mythe. Galère, hein? Mais c'est possible quand même. Ok. J'ai dit tout à l'heure que tout est piratable. Mais ça prend multiples formes. Ce que je veux dire, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. On ne peut pas écouter un pays entier. Ça, c'est clair. Et pour écouter un pays entier, il faudrait qu'il y ait, je sais pas moi, autant d'écouteurs que de béninois. D'accord? On ne peut pas écouter un pays entier. Donc, il faudrait que les gens s'apaisent par rapport à ça. Ceux qui n'ont pas grand-chose à se cacher, n'ont pas de peur à avoir. Des fois, des gens, ah non, je ne peux pas en parler au téléphone, viens me voir. Vraiment, ça me sert à rien. Parce qu'il faut avoir de la valeur aussi. Parfois, c'est se donner peut-être un peu trop de valeur parce que personne, finalement, ne te calcule. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très intéressant en fait, ce qu'on est en train de dire parce que je pense que c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois, tu vois. On se dit, OK, sur le réseau, ouais, ils peuvent avoir accès à tout. Tu te dis, bon, OK, est-ce que c'est vrai? Donc, je me suis dit, je vais vous poser la question directement là. Globalement, c'est pas vrai. Mais selon votre expérience, quels sont les types en fait de, de cybercriminalité en fait qui existent le plus ici au Bénin ou en Afrique de manière globale? Si j'avais un tableau, ce serait facile à expliquer. Mais on va le faire sans tableau. C'est-à-dire que je vois la cybercriminalité, dont je parle vraiment de la cyberescroquerie, comme une pyramide. On a une pyramide. D'accord. Le haut est occupé, en fait, dans cet axe-là, c'est la complexité de l'arnaque. OK. Cet axe, c'est le volume. OK.
D'accord. Ici, donc vous avez plusieurs strates, si vous voulez. Ouais. Des arnaques les plus simples aux plus complexes. Ouais. On dit que le Bénin, il y a beaucoup d'arnaques. Je vais dire que les arnaques béninoises se situent dans les premiers escaliers, D'accord. dans les premiers niveaux de la pyramide. C'est pour ça qu'il y a le volume. C'est pourquoi il y a du volume. Ok. Parce que le ticket d'accès est facile, il est faible. Il suffit quoi? D'avoir un Android, un numéro, un Facebook. Fini, Bon. vous commencez, vous êtes dans le métier. Donc il y a plein de gens qui font ça. Il n'y a plus de profil, il faut pas être, c'est pas étudiant, c'est pas lettré. Des gens sont sur le chantier. Les jeunes ouvriers, ils finissent le chantier le jour. Le soir, ils sont couchés sur le chantier et puis ils essayent d'arnaquer. Parce qu'il y a un grand frère qui a déjà fait ça et qui leur a donné même les scripts. Je donne même l'exemple de celui qui ne peut pas parler français correctement, mais qui arnaque des personnes en chinois, en espagnol, parce que le grand frère a déjà tout structuré. Et lui, il n'est que le rabatteur finalement. C'est-à-dire qu'on lui a dit, tu dois envoyer ce message à 50 profils par jour. Il prend le message copier-coller, il rajoute toutes les, je sais pas, tous les blancs, tous les vieux blancs, toutes les vieilles blanches, pardonnez-moi, les Européens en tout cas, qu'il trouve sur Facebook, il les rajoute et puis ils envoient les messages, ils envoient les messages, ils envoient les messages, ils envoient les messages. Et quand ça mord, il transfère sur un WhatsApp où le grand frère lui-même il est maintenant. Et là, il commence à travailler. Lui, il est plus formé, il peut travailler. En haut, aujourd'hui, je me tâte. Qui occupe le sommet de l'iceberg? Ok. Si je dis qui c'est, nos amis, bip, 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 vont se fâcher. Mais en tout cas, il y a une nationalité venue d'Asie qui fait fort actuellement. Ils font très fort. Et tout ça marche avec de l'ingénierie sociale de toute façon. Ils viennent, ils font quelques mois dans le pays, même pas dans le pays, ils font quelques jours dans le pays. Et leur système dure quelques mois. D'accord. Ils lancent des plateformes qui sont censées aider les gens à sortir du chômage en accomplissant. Il y a des patterns, des tâches quotidiennes. Ok. Et pour faire ces tâches quotidiennes, il faut alimenter une machine à partir de 1000 francs, 500 francs par jour, jusqu'à 100 000. Et si tu as mis 100 000 et que tu fais les tâches quotidiennes, on ne vous dira jamais c'est quoi les tâches quotidiennes. Mais si tu as fait les tâches quotidiennes, tu es capable de récupérer jusqu'à 1000% de ton investissement. Ok. En 2-3 mois, ils font environ $1 million par mois. Wow. Ils font environ $1 million par mois avec ces arnaques. Et dès que ça commence à sentir mauvais, ils ne sont plus là. Les plateformes sont démantelées, paf, 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 tout le monde disparaît. Et ils ont sorti l'argent par crypto-monnaie. Okay. Il y a un gros danger qui guette notre jeunesse, qui travaille dans... comment dire, pas travaille, mais qui s'intéresse ou qui pratique le trading de crypto-monnaie. Parce que c'est par eux que l'exfiltration d'argent passe. Okay. Et c'est eux qui répondent après devant la justice, parce qu'ils ont participé au système. Mais les auteurs ne sont plus là. Ils sont déjà partis. Mais eux, parce qu'ils font du trading de crypto-monnaie, c'est eux qui vont répondre devant la justice. Heureusement, je crois que la justice fait la part des choses, mais c'est dommage qu'eux soient mêlés à ça. Mais ils ne font pas attention. Ils font pas attention. Ils sont utilisés par ces gens-là, qui ont tout type de système. Ici, le plus basique, c'est la sextorsion. Sextorsion. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sextorsion. OK. Vous savez ce que c'est? Oui, mais on pouvait expliquer. Oui. On inverse, c'est moi qui pose les questions. C'est quoi la sextorsion? Est-ce que ça veut dire, en fait, disons, voler en utilisant, en fait, le côté sexuel, la drague et tout ce qui va derrière? C'est ça. C'est ça. Ça ou bien, ça peut prendre, en fait, ça peut se dérouler, en fait, de plusieurs manières. Peut-être, bon, ils vont commencer, en fait, à créer une relation. Après, il peut te demander en fait des photos compromettantes. Après, on va te demander en échange. Bon, si tu ne veux pas que ces photos en fait, soient publiques, il faut que tu envoies de l'argent. Tu l'as compris. C'est la forme de sextorsion la plus courante. Il y en a d'autres qui sont plus revenge porn. OK. D'accord. Mais je pense que la sextorsion, c'est vraiment où... revenge porn, je te demanderai pas d'argent. Sextorsion, je te demanderai de l'argent. Et jusqu'à ce que tu me donnes ton max. D'accord. Et c'est facile parce que, je sais pas, c'est facile. Mais il y en a trop. Il y en a trop, alors que c'est le plus facile à ne pas tomber dedans. En tout cas, si j'ai un message à passer aux gens qui tombent dedans, n'ayez pas... la meilleure arme pour les mecs en face, c'est que vous ayez honte
d'en parler. Il ne faut pas en parler. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas les derniers. Il faut en parler. Faut en parler. Non, en tout cas, les gens à qui vous allez en parler ont déjà vu des milliers comme ça. Vous ne serez pas exceptionnel à leurs yeux, d'accord? Et l'idée, c'est de vous assister. Parce que quasiment jamais entendu parler de perte de vie humaine dans les pertes d'argent. Mais dans la sextorsion, j'ai plein de cas de personnes qui se sont donné la mort. Le dernier sur lequel on travaille, c'est un bonhomme en Guinée qui s'est donné la mort parce que les gens ont publié sa vidéo. Wow. Et l'impact, vous imaginez l'impact, c'est pas de l'argent. De l'argent, je le perds. Bon, je vais le récupérer peut-être dans quelques années. Tout n'est pas perdu. Ça, c'est des choses qui vont vous suivre pendant des années. Et votre femme va vous abandonner, votre travail, on va vous virer, votre réputation, vous allez passer pour X, Y, Z, parce qu'on montre dans votre plus grande intimité. D'accord? C'est le plus simple, le plus facile, mais c'est le plus grave finalement. C'est l'un des plus graves en tout cas. Voilà. Et sinon, après, vous avez tout type d'arnaques. Hein. Honnêtement, des plus vraiment élaborés. Il y en a des élaborés. J'ai parlé des systèmes des Asiatiques. Ouais. Mais sur le chemin, juste en bas dans la pyramide, je mets celui-là en haut parce que l'utilisation de la technologie est quand même frappant. Ils sont capables d'industrialiser rapidement une plateforme, une application mobile, un site web, des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, une communauté, des administrateurs, des centres d'appel. Ils opérationnalisent tout ça là, paf, en un coup. D'accord, avec des équipes qui voyagent partout et tout. Et ils le font en même temps dans plein de pays en même temps. C'est pourquoi c'est impressionnant et c'est complexe. Ça, c'est des cas niveau Interpol avec lesquels on traite. Sur le chemin, vous avez les Béninois les plus avancés qui sont très inventifs. Quand la guerre Russie-Ukraine a démarré, le prix du gaz a augmenté. Les gens se sont rabattus sur le bois de chauffe. Ça a été une aubaine pour eux. Très intelligents. Nos amis sont allés regarder les sites web. En tout cas, en Europe, en France, quelle société vend du bois de chauffe? Ils ont trouvé une société, mais qui n'avait pas de site web. Ils lui ont fait son site web. Ils lui ont fait un site web. Ils ont repris le nom de la boîte, ils ont fait le site web, ils ont mis les services en ligne, ils ont mis en place tout le canal de commande. Et des commandes, ils en ont reçu plein. Mais ils ne livrent pas. Ils ne livrent pas. Mais ils ont tout le jargon logistique qui demandait des avances pour enregistrer la commande, etc. Et en fait, finalement, ils ne livraient jamais. Donc, cette petite société en France, familiale, mais qui faisait du bois de chauffe de manière artisanale, se retrouve aujourd'hui avec des dizaines de procès, des plein de problèmes, alors qu'ils n'ont jamais touché un seul franc. D'accord? Et nos amis ici s'en sont mis plein les fouilles. Mais le mythe, alors je vais taper sur 2 mythes. Mais c'est l'argent du blanc, non? S'ils bouffent cet argent du blanc, c'est quoi? C'est que l'argent du blanc. Si nous, on reçoit des dizaines de plaintes par jour, c'est énorme, le nombre de plaintes qu'on reçoit par jour. Je vais dire que si on reçoit 100 plaintes par jour, il y en a peut-être 3 qui viennent de l'étranger. 97. Les 97 autres, c'est des victimes béninoises. Enfin, africaines. Je dirais 90 béninoises, 7 africaines. Wow. 3 européennes. Les Européens ne connaissent même pas, ils ne connaissent pas le chemin pour se plaindre. Ils vont se plaindre à qui? Ils ont été victimes, d'accord? Donc, quand on dit c'est l'argent du blanc, eh ben non, il ne s'arrête pas au blanc. Ça frappe tout le monde. D'abord, ça frappe d'abord les Africains, d'abord les Béninois, quand ça vient du Bénin, et après, ça va chercher à l'étranger. Ça, c'est établi. Donc, il faut arrêter de croire que les cybercriminels ne font que vengeance de la colonisation. Ça, c'est une excuse vraiment dépassée. Le deuxième mythe sur lequel je voulais taper, c'est « Oui, mais ils sont bons. Dans d'autres pays, aux États-Unis, on les aurait recrutés. » C'est ridicule. C'est ridicule dans plusieurs sens. Premier sens, aux États-Unis, non, ils feraient de la prison, simplement. Ça, c'est clair. Simplement. Pour ne pas faire de la prison, il faudrait qu'ils soient très bons. Très, très bons. Nos amis dont je parle ici ne sont pas très bons techniquement. Ils connaissent les outils. Ils savent utiliser des outils. Ils sont très smart. Mais tu les mettrais derrière un ordinateur, ils ne te feraient pas de la cybersécurité. Ce n'est pas des pirates éthiques. Ce n'est pas des bonhommes qui sont en train de rentrer dans les systèmes. Donc, s'ils ont un talent, ça sera peut-être dans un centre d'appel parce qu'ils sont bons dans l'ingénierie sociale. Ils sauraient te vendre ce que tu n'avais pas envie d'acheter. Mais ce n'est pas derrière des ordinateurs. Il faut les recruter, oui, notre jeunesse. Et
quelqu'un de très sage, dit que dans cette demande que les gens font de bonne foi, ah, mais ce sont nos enfants, il faut leur trouver du travail au lieu de les emprisonner, il y a quelque chose de très injuste. Je prends 2 jeunes qui ont chacun fait une licence. L'un galère, il ne trouve pas d'emploi, mais il reste sur le droit chemin. Il ne fait de mal à personne, il galère. 2 ans plus tard, il est toujours au même point, il n'a toujours pas trouvé de travail. L'autre, après sa licence, a choisi la voie de la facilité, s'est mis à pirater, arnaquer les gens, il s'est fait pas mal d'argent à gauche, à droite, et il tombe sous le coup de la justice. Et vous allez me dire que par justice, on va laisser celui qui est resté sur le droit chemin, on ne va rien faire pour lui. Mais celui qui a choisi la voie de la facilité, donnons-lui du travail. C'est injuste. C'est dit de bonne foi, mais c'est injuste. Ouais. Ça veut dire que c'est comme si on encourageait tous de passer par là pour après tout trouver en fait, des opportunités. C'est ça. On en parlera après que la dette ait été payée, éventuellement. Et maintenant, si on vous contacte par rapport aux plaintes que vous recevez en fait dans tous les sens, vous, comment en fait vous gérez au niveau interne ici? Alors, c'est aussi un des fruits attendus de la réforme du Cénine parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on avait un nombre incroyable de plaintes. Un nombre incroyable de plaintes. Comment dire, il faut industrialiser les processus. C'est-à-dire que si on veut traiter chaque plainte comme elle vient, on ne va pas être efficace. Donc, l'idée, c'est de savoir mettre un process sur le triage. Donc, les plaintes rentrent, elles sont affectées, elles sont classifiées par niveau de priorité et différentes équipes prennent le relais en fonction de la compétence demandée. D'accord? Donc, c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'absorber. Je dirais qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de croisière où on arrive à aboutir sur chaque cas, mais les cas prioritaires sont généralement, on a un bon taux de succès aujourd'hui de résolution sur ces cas-là. Donc voilà, ça dépendra de la priorité, de plusieurs critères en tout cas, qui vont nous permettre à nous de classifier le cas et de mettre les compétences, les ressources qu'il faut dessus. Par exemple, on a arrêté, on ne fera plus de téléphone perdu ou volé. Ok. Et aussi, il faut croire que les gens dans la conception urbaine, les gens pensent qu'en un clic, on sait dire où sont les téléphones. C'est peut-être pas si vrai. Ouais. C'est peut-être pas si vrai. Donc, quelqu'un perd un téléphone, on t'appelle. Quelqu'un se fait voler un téléphone, on t'appelle. Non, on ne fera plus ça parce que c'est trop d'efforts. D'accord? On met autant d'efforts pour trouver un téléphone volé que pour trouver quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de plus grave. Voilà. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, dans votre fonctionnement par rapport aux cybercriminalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous? Rien n'est compliqué. Rien. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai envie de dire. Non. Ce qui est le plus compliqué, c'est ça, c'est la gestion des processus. C'est tout. Voilà. C'est tout. Okay. La gestion des processus avec les bonnes méthodes, les bons efforts, il n'y a rien de trop compliqué. Okay. La question que je vais te poser, c'est par rapport au choix des jeunes que tu as dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui étudie, qui reste dans le bon chemin, et l'autre, en fait, qui décide de partir sur le côté négatif. Je ne sais pas, il y a un temps, là, j'étais tombé, en fait, sur une story d'un ami à moi, qui est, en fait, dans le business en ligne. Il encourageait, simplement, il avait fait une story où il encourageait, en fait, les jeunes d'être sur le bon chemin. Qu'aujourd'hui, le digital, il y a des opportunités. Cependant, il y a des gens qui utilisent le mauvais côté, en fait, du digital. Et il y a quelqu'un qui a répondu en disant, tu sais, moi, ça fait genre 3 ans que j'ai fini et je suis en fait j'essaie d'être sur le bon chemin. Et je suis là, je traîne en fait à Tokpa, je galère en fait, j'arrive même pas en fait à aider mes parents. À côté, j'ai un pote avec qui on a fini les études, qui s'est lancé sur ce côté et aujourd'hui, il a sa maison, il a sa voiture et tout ça. Donc, il a posé la question au gars en disant, bah, écoute, tu penses vraiment que tout ce que tu as raconté, je vais t'écouter parce que moi, autour de moi, je vois quelqu'un réussir en étant en fait dans le côté négatif et toi, tu viens me dire simplement que bah, c'est mieux de rester sur le bon chemin. Que lui, si il a envie en fait d'aller là pour pouvoir aider ses parents. Donc, toi, avec l'expérience et le recul en fait que tu as, quel serait en fait le conseil que tu pourras donner aux jeunes qui sont en fait sur le bon chemin et qui se disent, est-ce que c'est pas mieux pour moi en fait d'aller sur le mauvais chemin? Je leur dirais, il faut être patient. Rien de durable ne se construit rapidement ou trop rapidement. Arrêtez de croire aux success stories trop belles. Il y a toujours quelque chose derrière. Oui, son voisin qui a acheté ci, ça, est-ce qu'il dort tranquille? Est-ce qu'il dormira tranquille longtemps? Et pour ceux qui croient en quelque chose de supérieur, il y a une justice à la fin de tout ça. Il y a assez d'opportunités pour se construire avec patience. Le malheur aujourd'hui, c'est que vous avez des jeunes qui voient des gens qui ont peut-être 15, 20 ans de carrière de plus, qui ne les prennent pas comme objectifs
mais qui se disent demain rapidement je veux être comme lui. Il a tel rythme de vie, je veux aussi être comme lui tout de suite. Mais c'est pas possible, il faut payer, il faut passer le chemin. Donc beaucoup de gens ont peut-être perdu la notion de évoluer doucement. Et parfois dans des discours j'entends qu'il faut aussi rappeler aux parents de jouer leur rôle. Je n'ai pas les moyens et mon enfant m'offre un iPhone. Il ramène une télé, beaucoup de pouces là. Il ramène une télé écran plat à la maison. Il achète une moto, il achète une voiture dans les mois qui suivent. Je vais lui demander d'où vient l'argent. Mon fils, as-tu trouvé du travail? Où travailles-tu? Quel travail fais-tu? Voyez-vous? Au lieu de fermer les yeux dessus. Ça, il y en a beaucoup, malheureusement. Et enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc, à ce jeune-là, soyez patient. Il y a assez d'opportunités pour aujourd'hui ne pas avoir besoin de faire ça. Je connais des jeunes vers qui je suis allé tout content en me disant, tiens, toi, tu es bon, je t'ai dégoté une offre. Tu vas toucher pas loin d'1 million par mois dans du dev. Ah, vraiment, merci beaucoup, mais je ne peux pas accepter. Oh, comment tu n'acceptes pas? Ouais, mais en fait, j'ai un contrat en remote. Ok. Et en vérité, sans bouger de chez moi, je fais 3 millions chaque mois. D'accord. Et il me montre, il travaille pour des Américains, il fait du code pour eux pendant quelques heures par jour. Et puis finalement, il gagne 3 millions de francs CFA par mois. Donc, tout le monde ne fait pas ça. Il y a la majorité des contrats, c'est beaucoup moins que ça. Mais ça permet déjà de vivre décemment, honnêtement, sans aller voler. Moi, j'ai lu quelque part Bénin, Singapour de l'Afrique. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas un rêve impossible. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est-à-dire qu'on a assez de matières grises, même si on n'a pas toutes les matières premières qu'on trouve à gauche, à droite, on a assez de matières grises pour devenir un pays de service. Où on va faire de l'outsourcing pour des gens, où on va créer des sociétés, on va abriter des startups, on va faire de l'innovation. On a tous les ingrédients qu'il faut pour ça ici au Bénin. Et il faut que nos jeunes aient cette confiance en eux-mêmes. De ce que nous voyons, je dis souvent quelque chose quand je parle, le jour où on n'aura plus de complexe, le jour où on ne se dira plus « Oh, mais ça, c'est les Israéliens qui ont fait ça, c'est parce qu'ils sont trop forts, ils viennent d'une autre planète, ou bien c'est parce qu'eux, ils ont des quinzaines de millions de dollars pour leur R&D qu'ils arrivent à faire ça. Le jour où on arrêtera de dire ça, on commencera à avoir des choses incroyables. Sortir du Bénin et de l'Afrique. On y croit. On se donne les moyens. Et on va y arriver. Hyper intéressant, Jean, par rapport à tout ce que tu as expliqué et même l'exemple en fait, que tu as donné tout à l'heure en parlant en fait, de salaire et tout, ça tombe vraiment très bien parce qu'en fait, ça rentre vraiment en fait, dans la suite de la question. Aujourd'hui, le domaine en fait, de la cybersécurité et tout, est-ce que ça paye? Quelle est la fourchette de salaire quand tu commences? Question piège. Non, pas tant piège que ça, mais je vais te donner encore un exemple. Il y a une société américaine qui commence des activités en Afrique et qui me dit, aujourd'hui, on hésite entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et je lui dis, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais au Bénin, je suis sûr de te trouver les bonhommes qui vont faire tenir ta barre correctement. Et il me dit, j'ai besoin de 7 personnes. Pas de problème. Je regarde dans tous ceux qui ont fait Hacker Lab et qu'on n'a pas recruté, on ne recrute pas tout le monde. Tous ceux qu'on n'a pas recruté, je passe une annonce, on filtre quelques-uns. On les forme chez nous et on les renvoie à la boîte. La boîte me dit, bon, combien est-ce qu'il faut les payer pour que ce soit correct? Je dis, celui que vous allez mettre en leader, vous devez lui payer à peu près 600 000. Et les autres, 450 000. Donc, moi, dans ma conception, c'est ce qu'un junior au Bénin, ce à quoi il peut prétendre. Entre 450 000 et 600 000. C'est correct. Beaucoup de boîtes n'arriveraient pas encore à faire ça. Il ne faut pas se dire que c'est le minimum obligatoire. Mais pour moi, je pense que c'est ce qu'un jeune mériterait pour être dans de bonnes conditions pour commencer. D'accord? Mais voilà, certaines boîtes n'arriveraient pas à faire ça, mais il faut qu'elles tendent vers cet objectif au moins. Voilà. Ça paye quand même. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je sais pas, dans des boîtes privées, j'en connais qui sont à 3 millions par exemple au Bénin en cybersécurité. Donc voilà, donc pour donner ta fourchette, tu peux être entre 450 000 quand tu débutes. Et une fois que tu as bien roulé ta bosse, fait tes certificats, pris ton expérience, roulé ta bosse, tu peux commencer à prétendre à 2 millions, 3 millions. Super, waouh. C'est assez intéressant parce que à ce salaire-là, tu vis bien en fait, surtout ici. Et ça montre en fait qu'on peut être en fait sur la bonne voie et vraiment pouvoir en fait en vivre concrètement. Est-ce que c'est un bon choix pour un jeune qui part de zéro et qui est passionné par le code comme toi au début de se lancer en fait dans la cybersécurité? Oui, parce que je disais encore que j'ai du mal avec les formations cybersécurité dès la base. Je passe mon bac, disons que je pars sur une feuille blanche. Et on me fait une formation que de cybersécurité. J'ai un peu de mal. Je pense qu'il faut d'abord connaître l'informatique avant de savoir comment la sécuriser. Comment sécuriser l'informatique en tout cas. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas un mauvais parcours de garder la cybersécurité comme objectif tout le long.
mais d'avoir quelques années d'abord ou quelques mois où on apprend autre chose, d'accord? Et ensuite, on vient mettre les briques au-dessus, les briques cybersécurité au-dessus. La cybersécurité a pour particularité d'être quelque chose qu'on peut apprendre hors école, hors cursus. Les meilleurs bonhommes en cybersécurité, ils n'ont pas fait d'école de cybersécurité. C'est pas les meilleurs ne viennent pas des écoles de cybersécurité. Les meilleurs se sont faits tout seuls en cybersécurité, d'accord? Donc, c'est quelque chose qu'on peut apprendre en même temps qu'on apprend l'univers global de l'informatique. C'est pas obligé de durer longtemps, hein? C'est pas obligé de durer longtemps et après on vient rajouter les briques cybersécurité dessus. Donc oui, quelqu'un qui commence par du code, mais du bon code. Ça rejoint le débat qu'on a eu en backstage. Je vais encore donner un exemple. Du bon code. Ce dont vous avez besoin, c'est de savoir comment la machine fonctionne. Comment la machine fonctionne, comment la mémoire fonctionne, comment mes instructions passent du texte à la machine, comment la machine les exécute, comment le processeur exécute, comment la mémoire vive va impacter, comment le processeur va gérer quand je fais un nombre décimal, comment ça c'est traité quand je fais un nombre à virgule flottante, comment c'est traité quand je fais un nombre à virgule fixe. Ces choses-là, finalement, quand vous les maîtrisez, parce que vous avez fait du C, vous avez fait du C++, vous avez fait de l'assembleur, ou bien vous avez fait du système Unix avancé, vous comprenez comment un système d'exploitation fonctionne, comment est-ce qu'il mappe votre programme en mémoire, comment est-ce un segfault, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il y a un segfault, les problèmes d'accès mémoire, etc. Quand vous avez su tout ça, les librairies, comment elles fonctionnent, après tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez. Donc, oui, il faut avoir fait du bon code pour bien connaître l'ordinateur, où est-ce qu'il va, comment il fonctionne. Et après, pour sécuriser, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Vous mettez le fonctionnement de base pour pouvoir savoir comment sécuriser. C'est ça. Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, supposons quelqu'un, un jeune, qui n'a pas les moyens de faire des grandes écoles et qui est intéressé, par exemple, par tout ce qui est directement à la pratique. Comme toi, au départ, que la théorie, en fait, ça se... Généralement, les passionnés, c'est comme ça. Du coup, comment je m'y prends pour me former, pour atteindre, en fait, un niveau très, très avancé? D'accord. Il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est autodidacte. Et ça sera très souvent ça. Il y a plein de plateformes aujourd'hui. La plus basique, la plus accessible s'appelle rootme.org. Vous allez sur rootme.org, vous commencez à 0 point, vous avez différents domaines, sécurité web, crypto, Stegano, reverse engineering, sécurité applicative, avec différents niveaux de difficulté. Vous mettez le pied à l'étrier par là et vous commencez à comprendre les questions de cybersécurité, de quoi on parle, etc. Généralement, quand vous faites autodidacte, vous finirez toujours dans ce qu'on appelle la Red Team, la team attaquante. Parce que de l'autre côté, en face, il y a la Blue Team, la team protectrice, côté défense. Sauf que côté défense, en fait, il y a besoin souvent d'infrastructures, de firewall achetés, de licences logicielles achetées, de CMA installés, de serveurs à déployer. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut apprendre généralement tout seul parce qu'il faut des moyens d'une entreprise, des moyens d'une école pour vous apprendre ça. Donc, quand vous apprenez seul et que vous n'avez pas de moyens, vous allez généralement apprendre le côté offensif qui est le côté Red Team. Donc, vous serez bon dans les pentests, etc. Jusqu'à peut-être rentrer dans une entreprise, des choses comme ça. Maintenant, il faut guetter les opportunités. Il y a de plus en plus de bourses ou de programmes en cybersécurité. Au Bénin, par exemple, nous, on est en train de créer une formation qui s'appelle... on ne va pas lui donner de nom, mais c'est une formation courte et certifiante. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'en 6 mois, il y aura des critères de sélection, bien sûr. Vous ne pouvez pas partir de zéro pour que ça marche pour vous. Mais en 6 mois, l'idée, c'est de faire de vous quelqu'un qui peut être utile déjà dans un SOC. Un SOC, c'est un Security Operation Center où vont venir des événements qu'il va falloir trier en incidents et il va falloir investiguer, remédier et contenir. Et donc là, on essaiera en 6 mois de donner aux gens des outils pratiques, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent être utiles. Faire le premier niveau d'intervention dans un SOC avant de laisser aux gens plus outillés le soin de faire l'investigation, la remédiation et le containment et la contention. C'est ça. Ça va venir, c'est pas encore là? Le septembre, c'est lancé. En septembre. On a lancé la formation de 100 jeunes filles. D'accord, 100 jeunes filles, parce que notre domaine manque beaucoup de femmes, malheureusement. Et on a lancé une formation de 100 jeunes filles entre 18 et 25 ans. Donc, nous, on va les former sur toute l'étendue du territoire. Dans les salles numériques, on va leur donner les bases, on va mettre le pied à l'étrier. Et les 40 meilleurs vont entrer dans cette formation-là en septembre, à l'école des métiers numériques. Voilà. Incroyable. Super. Tu as dit tout à l'heure, en gros, si tu te formes, en fait, tu vas être en fait dans la Red Team. Est-ce que c'est possible après de passer de la Red vers en fait le côté défenseur? Of course. Comme moi, j'étais côté Red Team, puis complètement côté Blue Team aujourd'hui. Oui, bien sûr. Super. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que
La question qu'on se pose souvent, est-ce qu'on peut devenir millionnaire avec en fait la cybersécurité en étant du bon côté? Parce que bon, le mauvais côté, tu l'as dit tout à l'heure quand tu l'expliquais, les gens se font beaucoup d'argent. Mais sur le bon côté, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as des exemples de trucs? Alors, il y a ce qu'on appelle les bug bounty hunters. Ok, explique. Les bug bounty hunters, par exemple au Bénin, qu'est-ce qu'on a fait nous aussi? On s'est dit, on fait des audits tout le temps. On a une équipe avec un nombre fixe. On fait des audits tout le temps. Est-ce qu'on voit tout? Ouais. Est-ce qu'on voit tout? Alors que dans le monde, il y a plein de bonhommes qui ont des viseurs beaucoup plus longs, qui sont beaucoup plus bons, qui ont le temps et l'énergie et la connaissance pour entrer dans plein de choses. On va s'ouvrir à eux. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un programme de bug bounty. Ça veut dire qu'on dit, voici nos infrastructures. Vous avez le droit de tester, d'attaquer, de rentrer dedans si vous y arrivez. Mais quand vous rentrez dedans, vous nous dites. Et si vous nous dites, en fonction de la grosseur de la faille, si elle est critique, si elle est médium ou si elle est basique, on vous donnera un certain montant. Donc, je crois que les tickets vont à payer à des tickets de $150, $500, peut-être $1000 parfois même. Et c'est très grave. C'est-à-dire que si avec cette faille, la personne aurait pu shut down tout le système, en fait, on peut payer jusqu'à $1000 par exemple. Donc, il y a des gens, alors ça c'est nous, mais on a entendu des gens que Facebook a payé $300,000 pour une faille par exemple, et ça arrive régulièrement. Donc, plus la faille est grosse, plus. Donc, des gens font un peu d'argent par rapport à ça. Il y a des gens qui font que ça. Ils font que ça. Donc, à chaque faille qu'ils trouvent, ils trouvent. Donc, peut se faire des $10,000 par mois, des $15,000 par mois, des choses comme ça, parce qu'ils l'attaquent sur plusieurs plateformes en même temps. Mais est-ce que ça suffit à faire de vous un millionnaire? Je ne sais pas. Il faudrait en faire beaucoup peut-être. Ou il faudrait trouver des grosses vulnérabilités. Pour être millionnaire, je pense qu'il ne faut pas être salarié. Clair. Parce que généralement, si on est salarié, c'est compliqué. À moins d'être sous des cieux comme les États-Unis où vous êtes la star de la cybersécurité, où vous payez, je ne sais pas, $500,000 US par an, etc. Sinon, vous pouvez aussi créer votre entreprise. Et c'est justement ça qu'on essaye de pousser. Quand vous avez dit millions, vous parlez de millions en dollars? Bien sûr, en dollars. Ah oui, d'accord. Donc, mon discours est encore bien et encore juste. Parce que millions en français, c'est plus facile. Donc, je disais que c'est justement ça qu'on veut booster en lançant un projet qu'on appelle Cyber Incube. Cyber Incube, c'est un projet où on veut... Alors, je ne sais pas si dire licorne, ce n'est pas trop ambitieux pour le Bénin parce que licorne, ça vaut peser $1 milliard. Il faut rêver aussi. Il faut rêver. Bon, on va commencer par $1 milliard de francs CFA. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, en fait, on va sélectionner 10 projets de jeunes. Il faut des groupes de jeunes qui sont prêts à lancer une société et qui ont un projet, une idée en cybersécurité. On va retenir 10 projets et on va les accompagner, donc les incuber, leur donner les moyens de se concentrer sur ce même projet jusqu'au mois de novembre. D'accord. Donc ça, la sélection sera en juin, donc jusqu'au mois de novembre, pour qu'ils nous présentent un MVP, c'est-à-dire une première version de leur produit, et on en retiendra 3. Et ces 3, on s'engagera à leur trouver des financements, mais surtout un accompagnement. Parce qu'on ne veut pas faire le hackathon comme on a toujours fait. Tu as gagné, tiens ton chèque de $1 million, bye bye. Non. L'idée, c'est que, je ne sais même pas s'il y a un chèque à la fin, mais c'est surtout l'accompagnement. Votre business plan, on va le travailler avec vous. On va s'engager à mobiliser les ressources au niveau du secteur public, au niveau des equity particuliers, pour que finalement vous puissiez avoir les moyens de vous organiser en société, en start-up, pour avoir un produit demain qu'on va exposer dans les forums internationaux, etc. Donc, en 2024, on aura nos 3 projets phares, en tout cas, nos 3 projets stars qu'on va pousser, nos champions qu'on va pousser et essayer de transformer en licorne en francs CFA. Ok. Non, je pense que c'est possible. Comme tu l'as dit depuis le début, ici, on a en fait, disons, on a la matière grise, on peut créer des choses et souvent, en fait, ce qui nous manque, en fait, disons, c'est la structure et surtout l'accompagnement nécessaire parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes, on aime passer, en fait, d'une idée à une autre sans vraiment, en fait, s'appliquer assez longtemps. Oui, j'ai remarqué ça aussi. On a une structure solide qui soutient, qui t'oriente, qui te dirige et que tu as vraiment les bonnes personnes pour te guider sur surtout l'infrastructure nécessaire pour pouvoir avancer. Je pense que oui, c'est totalement faisable. Est-ce que c'est propre à la génération Z, ça, ou c'est quelle génération? Je ne sais plus, mais génération Z, oui. J'ai remarqué des gens avec beaucoup de talent, mais beaucoup d'instabilité. Il est incapable de rester focus sur un sujet, un projet pendant le temps qu'il faut, en fait. C'est-à-dire impatient, il saute pour un sujet. En vérité, quand tu tournes le dos, il est sur 4 autres sujets en même temps. Pourquoi? C'est cette impatience dont on parlait, c'est l'envie de percer trop vite, de trouver le truc qui
qui va fonctionner. Surtout, étant donné qu'il y a la mondialisation, tu vois, on est exposé à plein de personnes partout. Et comme tu l'as dit, là, actuellement, toi, tu es en train d'expliquer en fait les backstage. Mais nous, en fait, de l'autre côté, on ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'on aura à voir, c'est juste quelqu'un qui a explosé. Et donc, si toi, tu es dans le domaine, tu vois quelqu'un peut-être d'âge beaucoup plus bas que toi, ou en fait, tu te dis, la personne est moins compétente que moi, elle a réussi, tu penses que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Du coup, on décide juste de sauter. Et quand on arrive là, on voit que non, en vrai, on s'est trompé. Du coup, je saute encore un coup. Voilà. Donc, c'est juste ça. Et c'est aussi le défaut en fait des réseaux sociaux. On voit plein de personnes qui arrivent du jour au lendemain qui disent ok, moi j'ai explosé. Au lieu de dire les gars, ça fait 6 ans que je galérais, ça fait 10 ans que je galérais, mais aujourd'hui j'ai réussi. Non, il va te dire non, enfin moi j'ai réussi, c'est tout ce qui importe. Du coup, si tu veux réussir, viens faire comme moi et puis voilà, ça passe, tu vois. Tu as parlé ici que vous encouragez en fait l'entrepreneuriat et tout. Du coup, on rentre en fait sur toi, ton côté entrepreneurial. Tu as dit au départ, tu es parti, tu étudiais et qu'il y avait trop en fait de théorie. Tu es passé en fait au niveau en fait de Epitech et tu as vraiment aimé. J'ai envie de te poser la question en fait, pourquoi avoir lancé en fait Epitech au Bénin ici? Je me rappelle, je l'ai déjà raconté une fois, c'est que un soir j'étais dans les couloirs de Epitech avec mon père et en fait à la fin de la visite, je lui montrais un peu les locaux et à la fin de la visite, il m'a dit mais il faudrait qu'on ait un truc comme ça au Bénin. Et en fait ça a commencé à cheminer dans mon esprit. En fait des jeunes comme moi, il y en a plein au Bénin. Moi j'ai eu la chance de venir faire Epitech en France. Il y en a plein qui n'auront pas cette chance-là. Comment faire pour rapprocher ça un peu plus d'eux parce que ça reste quand même un effort, même si c'est Epitech au Bénin, ça reste c'est pas non plus forcément accessible à tous aussi. Mais comment faire pour rapprocher ça d'eux? Et c'est là que le projet a commencé à mûrir. Voilà. Et j'ai jamais décroché de ce projet. Donc quand je dis que je démissionne de mon poste à ce moment-là, en 2015, parmi mes projets, il y avait déjà travaillé sur ce projet-là. C'est ça. C'est ça. Et quand tu es arrivé, en fait, ça n'a pas été compliqué en fait pour l'implanter? Mais vous voyez, c'est ça la patience. C'est-à-dire que ce n'est pas juste après avoir fini Epitech que j'ai voulu lancer Epitech au Bénin. Ça a pris 10 ans plus tard, où j'ai travaillé à Epitech, où j'ai connu Epitech, j'ai maîtrisé Epitech, j'ai lancé des Epitech dans plein d'autres villes en France, avant d'avoir la capacité de maîtriser le lancement d'un Epitech ailleurs, aussi loin de la base. Donc ça a pris le temps, moi-même, de mûrir, et ça a aussi pris le temps d'un aliment des étoiles. C'est-à-dire que le contexte s'y est mieux prêté avec le gouvernement qui avait une ambition de Semicity, de mettre en avant l'enseignement innovant. D'accord. Donc, en fait, Epitech, c'est une école qui ne respecte pas les cadres, qui n'est pas dans les cadres traditionnels. Donc, est-ce que si on voulait forcer à avoir des professeurs, un comité scientifique, des académiciens, des docteurs pour faire une école, on n'aurait jamais fait Epitech. Wow. Du coup, aujourd'hui, en fait, c'est quoi le business model avec Epitech concrètement? Disons, c'est une continuité de Epitech en fait en France ici, ou comment vous fonctionnez concrètement? En fait, il y a une société béninoise du coup qui a acheté une franchise au groupe Ionis, à qui appartient Epitech. Et c'est cette société-là qui a acheté une franchise aujourd'hui pour l'Afrique subsaharienne et qui a comme mandat, entre guillemets, ou qui s'est donné comme mission d'ouvrir plusieurs campus d'Epitech en Afrique subsaharienne. Ok, je vois. Et donc, bon, il y a celui du Bénin. Le Bénin est le premier. C'est ça. Okay. Et du coup, aujourd'hui, en fait, pour intégrer en fait Epitech, il semble que ça coûte très cher. C'est combien? Alors, intégrer Epitech en France vous coûtera juste en frais de scolarité 10 000 euros. Ok. 10 000 euros chaque année, sans compter les billets d'avion, sans compter le coût de la vie sur place et tout le reste. Donc, vous retrouvez par année un minimum de 16 000, 12 17 000 euros. D'accord. Au Bénin, on a réussi, en tout cas au moment des discussions avec le groupe Ionis, à ramener la scolarité à autour de 4 000, 4 500. C'est plus de deux fois moins cher. D'accord. C'est plus de 2 fois moins cher. Donc, effectivement, en termes d'accessibilité, il y a un gros pas qui est fait. Mais effectivement, ça reste peut-être encore hors de la portée de beaucoup de personnes. Il y a des programmes de bourse qui viennent. Je pense qu'il y a des programmes de bourse, en tout cas, pour faire un minimum de RSE. Pour faire un minimum de RSE, il y a des groupes qui accompagnent, qui donnent des bourses. L'État aussi, à un moment, a payé des formations, ainsi de suite. Donc, différentes entités paient des formations pour les jeunes, voilà, des 50 personnes, des 300 personnes, etc. Au Bénin comme ailleurs, comme dans la sous-région. D'accord, je vois. C'est très intéressant et ça montre en fait qu'il y a beaucoup en fait d'opportunités dans ce type en fait de domaine. Je voulais te poser une question, mais tu l'as déjà répondu. C'était la question par rapport aux femmes dans le domaine en fait de la cybersécurité aujourd'hui en Afrique et plus précisément aussi au Bénin. Il n'y en a pas assez et je voulais poser la question pour savoir qu'est-ce que vous mettez en place dans ce sens, mais tu viens de dire tout à l'heure que vous avez lancé on essaye, c'est ça. Que vous avez lancé déjà
une formation, bon, un système en fait de sélection que vous allez accompagner en fait 100 femmes dans ce domaine. Une chose qui est assez intéressante. Disons qu'aujourd'hui, un citoyen lambda qui veut se protéger, quelles sont les actions basiques qu'il faudrait mettre pour éviter aujourd'hui? On a parlé des différents types en fait d'arnaques tout à l'heure, les différents types en fait de cybercriminalité en fait qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc un citoyen lambda comme moi aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes en fait que je peux dès aujourd'hui mettre en place déjà pour commencer à me protéger de toutes ces choses-là? Nous avons publié il y a quelques années, et peut-être c'est encore très actuel, qu'on appelle le guide d'hygiène numérique, n'est-ce pas? Le guide d'hygiène numérique qu'on peut trouver sur le site paris.gouv.bj. Le guide d'hygiène numérique qui est un ensemble de règles très simples à garder en tête, à l'esprit pour ne pas se faire pirater. Globalement, si je devais en citer, allez, 2 ou 3. Le premier, c'est bien entendu les mots de passe. Voilà, avoir des mots de passe complexes, ne pas les avoir trop simples, ne pas les écrire sur des bouts de papier, que ce soit dans vos têtes, d'accord, et utiliser des phrases bien complexes avec des chiffres, des lettres, etc. Ça, tout le monde connaît. Il faut faire attention aux mails que l'on reçoit. Attention aux mails que l'on reçoit. Donc, généralement, faut se méfier, d'accord. Faut toujours vérifier l'expéditeur, les liens vers lesquels on va vous demander de cliquer, les actions qu'on va vous demander de faire, etc. Et troisième action, il faut éviter, par exemple, de vous connecter sans faire attention à tous les Wi-Fi qui passent, ou bien insérer les clés USB. Voilà, la première, les clés USB venues l'insérer dans votre ordinateur. Ok, ouais, je pense qu'on a en fait les bases en fait. Les bases classiques. Ok, super intéressant. On va vraiment directement en fait vers la fin, simplement. Imaginons en fait aujourd'hui qu'il y a un jeune qui regarde des films ou des séries et qui voit en fait des gars, tu sais, c'est très facile. Ils sortent les cheveux, tu te dis, bon, ça me fait kiffer concrètement. Comment en fait je commence, comment je m'y prends pour me retrouver après en fait dans les bonnes structures pour pouvoir en fait travailler, pour pouvoir vivre en fait de ce domaine? Oui, faut se structurer. C'est-à-dire que éventuellement, ce qui fonctionne bien, c'est un peu de mentorat. Au Bénin, avec les Hackers Lab, on a créé ce qu'on appelle la communauté BJ Watt At. La communauté BJ Watt At, c'est un groupe de jeunes passionnés. Voilà, c'est que des jeunes passionnés. L'idée, c'est d'avoir du mentorat, de poser ces questions dans ces groupes-là. C'est souvent comme ça qu'on trouve la bonne voie. Il ne faut pas être tout seul. Donc, il faut être sur des forums, des Slack, des IRC, des forums, des groupes WhatsApp aujourd'hui, où on a des gens à qui poser des questions. Et les gens vous aiguilleront. Et comme j'ai dit, il faut avoir le bon mix. Le mix d'auto-apprentissage, mais aussi éventuellement de formation. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger le côté formation qui va vous structurer sur plusieurs aspects du métier et le côté autodidacte qui vient en complément. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à affronter les challenges. Ça veut dire ce que j'ai cité tout à l'heure, rootme.org et les autres dans ce sens-là, Hack the Box, etc. Il faut s'y confronter. Et surtout, il faut de la ténacité. Ce n'est pas un secteur si fancy, si sexy, c'est-à-dire que le hacker qui vient et qui tape des codes et puis oui, j'y suis presque, oui, allez, hop, tac, tac, et il est sur un système. D'accord, mais c'est pas si sexy. C'est très rébarbatif pour refuser l'échec et être très tenace. Passer des nuits blanches. Des nuits blanches. Ouais. C'est très important. C'est très important, les nuits blanches. Maintenant, toi, personnellement, monsieur Danilo, quels sont les combats que vous menez que personne ne voit? Je ne parle pas dans le domaine de la cyber, mais personnellement, quels sont les combats propres à vous que vous menez que personne ne voit? J'en ai évoqué un tout à l'heure. Pas de complexe. On peut faire des choses incroyables depuis l'Afrique. On ne veut pas réinventer la roue, mais on est capable de créer nos propres solutions. On est capable d'arriver au sommet comme les autres, en vérité. Surtout dans ces choses-là où les investissements ne sont pas bloquants au départ. Parce que ce qu'on a besoin de faire, c'est ses preuves. Et les preuves, il ne faut pas avoir de complexe. Aujourd'hui, encore une fois, notre jeunesse bien orientée, avec la bonne vision, la bonne méthode et le bon cadre, est capable de produire des résultats incroyables. Et je le vis au quotidien. Quelque chose dont je suis fier et qui est un combat que je mène, c'est de réussir à emmener les gens dans cette direction. D'accord? Pas de complexe. Ça là, vous pouvez faire? Ouais, on peut. On peut le faire. On peut, ouais. Je sais pas si je regarde. On va regarder. Et il faut des gens qui soient capables de dire, bon, je vous exige rien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Mais prenez 4 mois, prenez 3 mois. Revenez, on en discute. Et là, les résultats sont capables de suivre. C'est important. Très intéressant. Et là, tu as parlé en fait dans le domaine en fait de la cybersécurité, vous encouragez les gens à entreprendre. Aujourd'hui, vous entreprenez dans
que dans le domaine en fait, de la cybersécurité ou vous avez d'autres sources de revenus? Qui donc? Moi, personnellement? Oui. Non, j'ai pas d'autres sources de revenus. Non. Principalement le numérique. Le numérique. Ouais, en fait, ce que je fais au niveau, ce pourquoi on me connaît le plus. Je dirais que j'ai d'autres postes de dépenses, mais c'est pas encore des postes de revenus. Si je parle par exemple de ce qu'on fait dans le MMA, dans le Mixed Martial Arts, aujourd'hui, on dépense beaucoup plus qu'on ne gagne. C'est ça. C'est parce que vous êtes, ça vient de la famille, cette passion-là? Ça vient de la famille, cette passion-là, tout à fait. Et aujourd'hui, ça fait partie des autres combats qu'on mène. Encore une fois, j'ai du mal à dire je, parce que c'est encore un groupe de personnes. C'est des choses intéressantes. On veut tutoyer les sommets. On a les moyens d'y arriver. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas au fait que oui, on n'a pas les infrastructures, oui, on n'a pas les experts, oui, on n'a pas les... On va faire. On connaît le chemin. Il sera peut-être plus compliqué, mais on va arriver quelque part. Les obstacles qui nous ont empêchés d'arriver là, on les connaît. On va essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. On va se donner, on va s'investir, on va se sacrifier un peu. Et les gens verront et nous pousseront. Donc, on a besoin de faire nos preuves. Voilà. Il faut faire ses preuves, en fait. C'est ça. J'aimerais que juste on aborde, en fait, le sujet par rapport, en fait, à l'utilisation des serveurs béninois, en fait, dans les conflits et tout. Comment vous gérez quand il y a, en fait, des conflits? Non, ça ne donne pas lieu à des conflits. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que je suis une entité X dans un pays X', et que je vois un attaquant venir d'un pays Y. N'a rien à voir. En fait, rien ne confirme que l'intention de l'attaque vient du pays Y. D'accord? Rien ne confirme ça. Parce qu'on sait qu'un pirate ne vient jamais de son origine directe. Jamais, à moins d'être un amateur pur. D'accord? Donc, généralement, si je vois une IP une adresse IP, parce que c'est ce qu'on voit. On voit des adresses IP nous attaquer. Des paquets malveillants viennent d'une adresse IP. Donc, l'adresse IP, on sait de quel pays ça vient. Mais ça ne nous dit pas qui est derrière. Et ça ne nous confirme pas que les gens qui sont derrière cette attaque viennent vraiment du pays d'où vient l'adresse IP. Généralement, c'est des rebonds, comme ils utilisent des VPN ou ils utilisent des machines déjà piratées pour se cacher derrière ces attaques-là. Voilà. Donc, ça ne donnera quasiment pas souvent lieu. Ce qui va arriver là, c'est quand on va trouver les charges utiles. La charge utile, c'est-à-dire que je suis passé par des paquets, j'ai fait mon piratage et je suis dans le système. Et là, j'ai balancé quelque chose pour gâter ou bien pour faire mon objectif final. Et dans cette charge utile, il y a une empreinte qui est forcément la mienne. C'est là où vous allez entendre, oui, les chercheurs de tel laboratoire américain ont trouvé que c'était le groupe coréen supporté par l'État coréen, nord-coréen, qui était derrière cette attaque. Voilà, c'est parce qu'il y a eu une investigation du reverse engineering, de l'analyse profonde pour comprendre d'où venait l'attaque. Mais ce n'est pas sur les serveurs qui ont porté l'attaque, qui ne sont que des relais. Mais si la question est, est-ce que les États s'attaquent entre eux? La réponse est oui. C'est justement ce que... La réponse est oui. C'est-à-dire que nous... Mais les États, généralement, ne le font pas eux-mêmes, ou en tout cas, vous n'arriverez pas à relier ça facilement, parce que les Américains relient des choses souvent au bureau X de tel pays, ou au bureau ou au ministère tel de tel pays. Mais c'est pas évident de relier ça aux autorités d'un pays, mais c'est des pirates d'un pays. Les pirates ont un pays parce que vous allez voir que dans la charge utile, peut-être ils parlent coréen, ils parlent portugais, ils parlent telle langue. Donc déjà, ça situe un peu d'où ils viennent. C'est-à-dire les commentaires, les noms de fonctions que vous arrivez à retrouver sont dans des langues de tel ou tel pays. Et là, vous pouvez savoir que votre attaque vient de tel pays, c'est tel pays. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est les autorités. C'est souvent ça le trick. Mais avec votre renseignement, vous allez pouvoir recouper que ce groupe de pirates, en fait, ils sont financés par tel truc. Et là, ça peut devenir un incident diplomatique. Voilà. Mais est-ce que ici, les gouvernements en Afrique, parce que généralement, même quand tu appelles, en fait, tu étais en train de donner des exemples, on parle des États-Unis, Corée. En fait, j'ai envie de dire que des pays un peu plus avancés et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la place en fait que l'Afrique ou en fait le Bénin en fait occupe? Je vais parler du classement, mais dans ces conflits au niveau en fait numérique. Il faut savoir que, comme je dis souvent, aujourd'hui, 90% des piratages sont opportunistes. Je donne l'exemple. Si tout de suite, ensemble, on paye un serveur sur un hébergeur et qu'on a notre serveur avec notre adresse IP, donc on a notre ressource à nous, c'est comme si on venait de construire une maison. Dans les 10 minutes qui suivent, on va commencer à voir des gens qui sont sur la porte et qui essaient d'ouvrir. Qui tentent toutes les clés. Donc en fait, si je veux schématiser, c'est comme si tu as une carte du monde, tu as des maisons qui se créent. Ces maisons, c'est les serveurs, c'est les ressources, c'est les systèmes des personnes. Et en fait, tu as des robots
qui vont à vitesse de grand V, Ouais. qui parcourent toutes les maisons, toutes les rues, et qui sont en train d'essayer toutes les clés. Et dès qu'il trouve une nouvelle maison, il est là avec son trousseau de clés, il essaye toutes les clés. Et il s'est dupliqué, ils sont en train d'essayer toutes les clés de toutes les portes de toutes les maisons. En même temps. Jusqu'à ce que finalement, il y ait quelqu'un qui n'ait pas changé la serrure de base et qui a laissé la clé et qu'une clé lambda peut ouvrir. D'accord. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le brute force. Il y a plein de robots qui sont dans la nature et qui lancent automatiquement plein. Et donc, le moment où il trouve une clé qui fonctionne, le robot, il alerte son patron et lui dit: ah tiens, j'ai trouvé, il y a une porte ouverte. Et là, le patron, lui qui a lancé tous ces robots dans la nature, il va regarder précisément celui-là. Ah, je suis un serveur, tiens, je rentre dedans pour voir. Il regarde, ah, ça appartient à qui? Ah, c'est un État, ah, c'est une société, ah, c'est dans tel pays, c'est dans tel pays. De là naît son intérêt. Si par hasard il est tombé dans un serveur de la NASA, ah, là il prend son temps, il regarde. S'il est tombé dans une banque, il prend son temps, il regarde. Mais s'il est tombé sur le site de l'association aidonslesenfants.com au fin fond d'un pays africain, là encore il va regarder. Il sera surpris. Il va regarder. Aucune ressource n'est à jeter. Ça ne lui permettra pas d'avoir plein d'argent, mais ça lui servira de monnaie d'échange, de relais. Ok. C'est par là qu'il va passer pour attaquer les autres. Tu vois? Donc il met de côté, il utilise. Il va attaquer les autres avec après. Ou bien il peut utiliser ça pour faire, oui, passer ses mails pirates, passer. Bien même s'il ne veut pas faire ça, il va utiliser ça pour miner de la crypto-monnaie. Miner de la crypto-monnaie, c'est la puissance de calcul. Donc s'il a 100 serveurs comme ça, de petites ou de grandes capacités, qui minent de la monnaie pour lui, c'est déjà bien. C'est pas son électricité à lui qu'il utilise. C'est pas ses cartes graphiques qu'il a achetées. Voilà. Donc chaque ressource est utile. Donc nous, notre place dans ces conflits-là, parfois, quand c'est étatique, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc, pour aider mon ami, je peux aller toucher quelque part. J'en dirai pas plus. Mais voilà, il y a ça. Ou sinon, on nous trouve là comme ressources et puis on exploite. Il faut savoir qu'en fait, ces pirates ne regardaient pas beaucoup de nos côtés. Et aujourd'hui, ils commencent à regarder vers nos banques, vers nos assurances, vers nos sociétés. L'Afrique est en train de subir de plus en plus de coups parce que bon, ça se sécurise ailleurs. Donc, ils vont d'abord là où c'est un peu plus facile. Donc, ils commencent à scanner un peu plus en Afrique. Et donc, quand ils trouvent des choses, ils rentrent dedans. Et même si c'est des plus petits montants, ils prendront quand même. Parce qu'une banque reste une banque. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les structures, les entreprises en Afrique, en fait, commencent à prendre conscience de l'utilité de la cybersécurité? Tout à fait. Je pense qu'on commence à comprendre. Ça reste encore assez théorique. Nous disons souvent dans notre milieu que notre milieu, pour que ça marche, c'est le marketing de la peur. C'est-à-dire que tant que les gens ne sont pas frappés par une vraie attaque de cybersécurité, ils ne se réveillent pas. Oui, on sait, mais le système fonctionne, non? Ok, ça marche. Tu vois? Et puis, bon, c'est peut-être pas la faute. Il ne faut pas être juste à charge. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un budget, je ne sais pas, $1 million pour faire un service. $1 million, là, à côté, c'est que j'ai sacrifié 1 ou 2 écoles à construire ou à sacrifier ou à refaire ou X, Y, Z ou un hôpital à équiper. Donc, c'est déjà un effort. Dans nos pays, il ne faut pas être que à charge. C'est déjà un effort. Donc, une fois que j'ai 1 million pour faire déjà le projet de numérisation, toi, tu sors et tu me dis il faut que je rajoute 250 millions pour la sécurité. Je ne vais pas te dire non, parce que tu as raison. C'est vrai. Mais on peut faire ça après. Et tu dis oui, on va faire ça après. Lançons d'abord, gérons, profitons du bénéfice et puis on viendra gérer après. Sauf que là, après, c'est là où ça ne vient jamais. Oui, c'est ça. Wow. En tout cas, c'est très intéressant, ce domaine, cet univers et tout, dans sa globalité. Mais toi, aujourd'hui, personnellement, qu'est-ce que tu fais quand tu ne travailles pas? Du MMA. Du MMA. Que ça? Principalement. Le gars, il ne fait que bosser. Hein. Non, c'est moitié du travail, le MMA. Maintenant, quand on prend une partie administrative de la chose, c'est vrai que c'est un peu d'administratif aussi, mais c'est beaucoup de plaisir aussi à faire ça. Tu penses que ça contribue vraiment à faire qui tu es aujourd'hui, niveau mindset, niveau fonctionnement? 10 000%. 10 000%. Mindset, tu l'as dit. Mon mindset à moi, c'est never back down. OK. Never back down. C'est la ténacité, c'est la pugnacité, c'est ça. Donc, tu conseilles à un jeune, en fait, disons, de s'inscrire à ces activités, que ça peut vraiment les aider, en fait, sur le côté mindset? Oh, non, je ne vais pas faire la propagande du MMA. Non, pas juste ça, mais juste des activités physiques dans sa globalité. Ah oui, l'activité physique, ça, c'est nécessaire pour tout le monde, je pense. Jeunes, vieux, femmes, enfants. Il faut faire des activités physiques nécessaires. Très bien, c'est très, très bien. Maintenant, le MMA, c'est bien aussi, ça a plein d'avantages. Les sports de combat, les arts martiaux, ça a plein d'avantages que je saurais recommander, n'est-ce pas, aux personnes que ça peut intéresser. Oui. Super. Aujourd'hui, vous êtes, disons, à la tête du PME. Quand on parle
parle de sécurité. Encore un peu loin, ici, oui. oui, ici vous êtes un des, disons, un leader, quelqu'un en fait qui est reconnu en fait dans son domaine par rapport à ce que vous faites en fait concrètement. Merci. Comment vous arrivez vous à protéger, tu vois, votre famille, disons, vos enfants, parce que on peut dire que ça peut être en fait des failles au niveau en fait de la cybersécurité dans la globalité. Parce que quand tu es dedans, je suppose que tu dois être en mode pour tes enfants, tu vas dire, tu peux être, disons, très protecteur parce que tu sais tout ce qu'il y a autour, ce que ça peut causer et tout. Du coup, comment en fait tu gères ça au niveau de la famille? J'essaie de pas, encore une fois, être paranoïaque parce qu'un être humain se construit. Un être humain se construit aussi par des erreurs. Donc, je crois en la vertu du mur, c'est-à-dire prendre un mur, c'est une vertu. Avertir quelqu'un, attention, attention, attention. Vous avez vu avec les enfants, Ouais. ah, le feu, ça brûle. Il va tester Et il d'abord. ira quand même tester. Une fois qu'il a testé, il ne recommencera Ah, c'est plus. vrai. Voilà, donc je ne suis pas parano, c'est-à-dire que pour moi, les gens doivent faire un certain nombre d'erreurs dans leur vie pour se construire. Donc, je les protège des choses graves. J'essaie de protéger des choses graves, donc je les avertis, justement. Ils sont sensibilisés, par exemple, sur tout ce qui est sextorsion, parce que ça, c'est grave. Ils commencent à avoir Instagram, ils commencent à parler à des gens du sexe opposé. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans des choses. On a vu des choses qui touchaient des enfants de 13 ans. Je ne voudrais pas ça pour eux. Donc ça, je les en protège, voilà, sans en faire forcément trop. C'est ça. D'accord, Voilà. super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Merci. monsieur. Merci pour le temps et tout. Merci. Nous, aujourd'hui, on s'est lancé en fait cette émission de dire, bon, OK, on va aller voir des personnes en fait qui ont des parcours atypiques, des personnes qui sont dans des domaines en fait moins vulgarisés, des domaines en fait où il n'y a pas assez d'informations, et poser les bonnes questions, histoire de mettre au parfum en fait les jeunes qui s'intéressent, qui ne savent pas exactement ce qui se passe en fait à l'intérieur en fait de ces industries. Bravo à concrètement. vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce type en fait de projet concrètement? Ah, c'est génial, c'est génial. Je pense que ça peut ouvrir les chakras, comme je dis. C'est-à-dire que des jeunes qui auront l'opportunité d'écouter patiemment pourront peut-être découvrir des choses. J'espère qu'on leur sera utile en voyant l'envers du décor éventuellement de ces choses-là qu'ils peuvent voir de très loin et créer des vocations. C'est l'objectif. C'est ça. Et bien, bravo à vous en tout cas. C'est un très beau travail et c'est ambitieux. Merci beaucoup à vous. Si vous avez un dernier message à faire passer à la jeunesse aujourd'hui, ce serait quoi? Patience et travail. Ayons tous confiance. N'ayons pas le complexe, d'accord? Notre matière grise peut nous emmener très loin. Patience et travail. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. C'est déjà bien.